télévision du monde, inspirée par vous. Le chafé de Lyon. Madame, Monsieur, bon après-midi. Merci d'être au rendez-vous du samedi sur la télévision du monde, une fois encore. Avec nos invités, nous allons décrypter l'actualité majeure de cette semaine qui s'achève. Et parmi les faits qui auront retenu notre attention, la sortie du premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, est donc désormais libre, mais bien plus. Cette prêté au jeu des questions-réponses et des journalistes triés au volet par le MRC, journalistes pour la plupart appartenant à une certaine presse à laquelle le premier vice-président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a donné sa version des faits de son séjour dans les geôles de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Cette semaine également, on a célébré avec faste et solennité, mais sans grande parade véritablement, la 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Et à la faveur de cette édition 2011, Paul Biya invite les jeunes à la responsabilité et davantage à la persévérance pour un Cameroun fort, uni et prospère. C'est à l'issue de son adresse à cette jeunesse. Le 10 février 2021 dernier, certains ont d'ailleurs parlé de réchauffer du chef de l'État. D'autres encore ont parlé de désillusion du président de la République Paul Biya vis-à-vis de sa jeunesse. Et puis, massacre de Garbou, il y a pratiquement un an, jour pour jour, que cette scène macabre s'est produite dans le nord-ouest du Cameroun. Le chef de l'État avait d'ailleurs prescrit une enquête qui a pointé un doigt accusateur sur certains éléments de force de défense et de sécurité devant la justice camerounaise pour répondre de ces faits. Mais au-delà de l'action judiciaire, le chef de l'État humaniste et au-delà de tout, mendiant de la paix, a posé un geste de solidarité à l'endroit des familles victimes, un geste salué par les victimes, mais également par les populations de la région du nord-ouest du Cameroun qui invite les autres à cultiver la paix autour d'eux et ainsi permettre le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et on sortira peut-être avec la grève dans les universités d'État. Que se passe-t-il dans ces différents temples du savoir? Vous le savez, un certain bras de fer est désormais né entre le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et les enseignants, à davantage autour de la querelle, la problématique des primes, mais au-delà des primes, des salaires de ces personnels de l'enseignement supérieur. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui va constituer l'épine dorsale de cette émission de tous azimuts de ce samedi sur la télévision du monde. Le programme se veut être interactif. 6 96 14 03 12 6 96 14 03 12. C'est l'un des codes d'accès à ce programme, ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle. Vous ferez partie de ces nombreux invités ou alors de ces nombreux Camerounais de l'intérieur ou de la diaspora qui nous accompagnent tous les samedis 15h-17h dans le cadre de ce programme intellectuel sur la télévision du monde. Et pour nous accompagner ce soir, ils seront des acteurs politiques triés sur le volet également. Parmi eux, le représentant du Social Democratic Front de SDF. Et pour représenter cette formation politique, Maître Paul Paéré est avec nous cet après-midi. Maître, bon après-midi. Bon après-midi, bonsoir Frédéric, bonsoir co-panéliste, bonsoir aux téléspectateurs. Merci à vous de nous faire l'honneur et l'amitié de nous accompagner encore ce samedi, même comme il ne se fait pas trop tard, dans le fête de la jeunesse. Bien sûr, on peut toujours se rattraper. On peut toujours se rattraper, je crois que je suis encore jeune, même si je suis à 56 ans.
La jeunesse, c'est jusqu'à 75 ans, 77 ans, comme les gens disent, quoi. Ça veut dire que je suis encore dans la bonne fourchette. D'accord. Merci à vous, maître Paul Pailleret du Social Democratic Forum. Une dame nous accompagne ce samedi après-midi dans le cadre de cet échange. Elle nous vient du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Madame Marie-Ange Bapté, qui est avec nous dans le cadre de ce programme. Bon après-midi à vous. Merci, bon après-midi aux téléspectateurs, bon après-midi aux co-panélistes. Le plaisir est partagé. Et puis, bonne fête également à vous, de la jeunesse, mais aussi de la Saint-Valentin. Bonne fête à tout le monde. Merci à vous, Madame Bateki, d'être avec nous dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde. Je rappelle 2 points d'accès, 696 14 03 12, c'est l'un des points d'accès, ou alors écrivez-nous directement à travers LTM TV officiel, c'est notre page Facebook sur ce réseau social. 2 autres acteurs politiques vont nous accompagner, notamment l'un qui nous vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, nous vient du département de la Sanaga-Maritime, et avec lui également, nous ferons le débat ce samedi. Monsieur Ekat Dibobé, bon après-midi à vous. Bon après-midi. Bon après-midi à tous mes co-panélistes. Bon après-midi et bon week-end à tous les militants du PCRN, en particulier ceux de la Sanaga-Maritime, qui sont mobilisés dans le renouvellement des organes de base. Et prompt rétablissement également ma co-listière législative, Catherine Gomoma, qui a été percutée par un motocycliste. Bon après-midi. On fait prompt rétablissement. On espère qu'elle n'a pas eu grand dégâts corporels, mais tout de même, nous sommes de tout cœur avec elle dans le cadre de cette émission, et mais aussi au-delà dans son rétablissement suite à cet accident de la circulation. Il est avec nous également cet après-midi, c'est le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, donc le champion national célèbre un an de plus ce 13 février 2021, pardon. Cela lui fait, je pense, 88 ans précisément. Lui qui représente sa formation politique, Valérie Mbappé Mandengue. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Frédéric, bon après-midi à l'ensemble du panel. Un bonsoir particulier à toute l'équipe technique de la télévision du monde qui nous permet d'être vus dans les ménages et dans les bureaux en ce moment. Tout pouvoir venant de Dieu, comme vous le savez, il est de bon ton, comme vous l'avez fait, de souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État. Parce que même dans nos familles, 88 ans, c'est une grâce. Et c'est une grâce pour nous de l'avoir à la tête de cette nation. Je vais simplement conclure mon propos en indiquant un bravo particulier aux forces de défense et de sécurité. Comme vous le savez, en début de semaine, dans un raid qui a été bien établi et bien fait, ils ont eu à neutraliser une demi-dizaine de terroristes qui avaient ôté la vie à nos enfants à combat. C'est un crime qui avait été perpétré contre la nation et cette action est allée en droite ligne avec les prédispositions qu'avait étalées le chef de l'État lors de son adresse à la nation le 31 décembre lorsqu'il disait que les familles de victimes devaient avoir justice. Donc un bravo encore particulier à ceux-là qui de jour comme de nuit maintiennent notre souveraineté, notre intégrité territoriale et la paix dans ce pays. Merci à vous Valérie Mbappé Mandengue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je rappelle que Paul Biya, le président de la République du Cameroun, célèbre ce 13 février 2021 un an de plus, 88 ans sonnés déjà. Et cela fait un peu plus de 38 ans qu'il est à la tête du Cameroun. Monsieur le Président de la République, au nom de la télévision du monde, de tout son personnel et même de la présidente directrice générale de cette structure audiovisuelle, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et bien évidemment bonne continuation. Recevez les grâces du Seigneur Tout-Puissant qu'il continue de vous accorder de nous conduire sereinement au Cameroun. Alors on va ouvrir le débat avec le premier sujet qui porte sur le mouvement pour la Renaissance du Cameroun et nous allons nous retourner vers la représentante de cette formation politique cet après-midi, Madame Bateki. Alors on le sait, hein, sa sortie de prison a été saluée par l'ensemble des militants du MRC et précisément le président national, le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, il est sorti, il s'est exprimé à la presse, il dit davantage avoir été
l'objet d'un piège au moment où il était encore à la prison principale de Yaoundé-Koundengui. De votre point de vue, peut-on considérer que Mamadou Mota voudrait simplement trouver des justificatifs à sa présence dans les geôles de la prison principale de Yaoundé-Koundengui? Du tout. Il relate la réalité de ce qui s'est passé à Koundengui pour une scène qui s'est passée à la cour et qu'il intervient pour mettre de la paix et directement il est arrêté, il se retrouve avec un bras cassé, jugé et condamné par rapport à ceux même qui avaient créé le meurtre dont les empoisonnés et qui n'ont rien eu. Donc de ce côté-là, on voit une certaine injustice, on voit une certaine tête chercheuse par rapport à son appartenance dans la région du Nord et tout ça. Donc, ce que ce monsieur a relaté, c'était la vraie histoire qui s'est passée à Koundengui. Déjà, il a été arrêté pendant une marche et après maintenant, arrivé là-bas pour une scène parce que c'est un homme pacifique, c'est un homme de paix. C'est un homme qui aime quand tout le monde est bien. Donc, pour une scène où il voulait mettre la paix, il se retrouve gardé pendant 2 ans injustement. Et aujourd'hui, c'est une grande joie pour le MRC parce que voilà, il est dehors et ça donne un regain de force pour le parti parce que c'est quand même le premier vice-président. Merci à vous, Madame Bateki, pour cette précision autour de l'affaire Mamadou Mota. À votre suite, le représentant du PCRN, M. Ekadi Bobet, comment est-ce que vous lisez cette sortie de Mamadou Mota précisément? Était-il obligé d'apporter ces éléments qu'il considère comme étant complémentaires à sa situation à la prison de Koundengui, ou alors il veut absolument prouver sa bonne foi suite à son arrestation, même s'il considère que défendre son droit de s'exprimer est véritablement légitime. Donc il ne devrait pas se retrouver dans les geôles de la prison principale de Yaoundé-Koundengui. Il faut dire que je suis toujours très embêté quand il faut parler du MSC, de son leader ou bien de ses leaders, parce que la position que particulièrement moi, en tant qu'individu, j'ai, c'est que le deal politique entre le MLC et le RDPC a pour intérêt de distraire la jeunesse. Parce que ce que relate Mamadou Mota aujourd'hui n'est que la conséquence d'un certain nombre d'actes de complicité posés avec le parti au pouvoir, entre le leader du MLC et le RDPC. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez constater, d'abord avant les élections de 2020, qui étaient prévues en 2019, 1 mois avant, 3 mois avant, un journal à la presse, je vais taire le nom, nous avait déjà signalé que le MLC n'ira pas aux élections. Tous nous avons cru que c'était en décrivant très bien la scène d'une réunion qui s'est tenue à l'Ouest, en nommant explicitement tous ceux qui étaient participants à cette réunion, en énonçant également la somme qui avait été versée pour que le MLC ne participe pas aux élections. Et 3 mois après, ou en février ou décembre, tout ça s'est réalisé. Ensuite, nous avons eu la sortie du leader du MLC qui a tout fait pour empêcher les élections régionales, prétextant qu'il fallait d'abord modifier le code électoral. Toutefois, oubliant que la modification de ce code électoral a été faite pendant qu'il était ministre délégué à la justice. Entre-temps, vous allez constater que toutes les sorties du MLC, en dehors de celles de Mamadou Mota, sont bien échelonnées et n'arrivent qu'au moment où le Cameroun veut passer à une autre étape de sa démocratie. Quand vous le voyez, moi, pendant les élections législatives et municipales, j'ai vu de nombreux jeunes s'investir à être dans les listes, à être candidats. Mais cet élan a été tué le même 26 par le leader de MLC, qui, il faut le rappeler, avait déjà signé son complot à l'Ouest. Maintenant, comment faire pour que le MLC n'aille pas aux élections? C'était
n'est pas aux élections, surtout à l'Ouest, parce que la condition de ces réunions était que le MSN ne soit pas aux élections à l'Ouest. On ne pouvait donc pas épargner l'Ouest et laisser le reste des 9 autres régions. Qu'est-ce qu'il avait lieu de faire? Il fallait donc ne pas permettre à la jeunesse, parce que le RDPC, il faut dire, avant que le président Kamtouni devienne président du MSC, s'il vous plaît, il y a beaucoup d'autres leaders qui sont leaders d'autres partis aujourd'hui qui participaient au rassemblement d'une certaine jeunesse pour le changement, à travers des conférences, des séminaires. Lorsque le parti au pouvoir a constaté qu'il y avait cette mobilisation qui était en train de se faire, ils ont donc mis en place le plan Mercabili que vous voyez. Parce qu'en fait, la non-participation des jeunes, ou la majorité que le RDPC a aujourd'hui, c'est le MSC qui l'a favorisé. Parce que les jeunes investis, je crois que je partageais un plateau il y a 2 semaines avec Djamen, il était clair que les élections étaient vraiment partagées, étaient disputées, étaient âpres. Mais le MSC a favorisé tout ce que vous voyez aujourd'hui comme majorité au RDPC. Et aujourd'hui, la sortie de Mamadou Mota pour parler de lui, c'est une autre façon de se remettre en scène dans le plan médiatique. Mais tous nous savons que le MSC est en train de prendre l'escalier, mais pas dans le sens de la remontée, vers le sens de la descente. Merci à vous également, M. Kadi Bobet du PCRN. On va également prendre l'avis du Social Democratic Front et de son représentant, Maître Paul Payéré. Une sortie, certes, aujourd'hui discutable autour des positions du premier vice-président national du MRC, mais davantage, celui-ci est dehors. Il a annoncé que le combat va se poursuivre, mais un combat qui a été biaisé pendant sa période en prison, période dans laquelle il a malheureusement payé le prix de sa volonté de vouloir s'exprimer, mais bien plus d'un piège à lui tendu par le régime en place. Bon, c'est le point de vue d'un opposant, moi étant de l'opposition. Rejeter toute la faute au gouvernement en place? Je respecte son point de vue, parce que nous avons en face de nous un système très difficile, un système dur. Il faut combattre ce système avec beaucoup d'énergie. Quand il sort, il a vécu, il a décrit les circonstances dans lesquelles il a été interpellé en pleine prison, parce que c'est au moment où il y a soulèvement au sein de la prison qu'on le porte comme un héros. Je ne sais pas s'il s'opposait effectivement, et par la suite, il a pu passer le temps qu'il a passé, il est dehors. Et en tant qu'opposant, il saurait baisser les mains. Il doit dire le combat va continuer. Je ne voudrais pas tellement m'attarder à démontrer tout ce qui se passe au Cap. Nous savons déjà les choses qui se passent au Cap. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout dévoiler. Dites-nous ce qui se passe au Cap. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'opposition, à un certain moment, voudrait être comme l'opposition de l'opposition. Et c'est ça qui réjouit les Madengue et consorts. Parce que quand tu vois l'opposition se diviser, en face, ils sont très fiers de dire que mon casse-fou, et on prend la majorité obèse qu'on a au niveau du Parlement. C'est autant de choses à regretter. Mamadou Mota, il est sorti. Bravo, qu'il soit libéré. Je crois que même désormais... Est-ce qu'il a fait 2 ans en prison pour rien? Ou effectivement... Il n'y a-t-il pas eu une marche Il y a eu une marche, il me semble, tout est parti d'une marche. Et par la suite, le soulèvement au niveau de la prison. Si c'était peut-être opposé à dire que ne me portait pas comme un roi triomphant, peut-être sa situation n'aurait pas été aggravée. Bon, maintenant qu'il est dehors, il est fier d'être dehors. Nous-mêmes, les Camerounais qui sont derrière lui, sont fiers. Entre-temps, quand il était en prison, est-ce que le MRC ne fonctionnait pas? Ça fonctionnait. Il y a beaucoup d'éléments. C'est comme actuellement même, quand certains démissionnent pour partir, le parti est là. Et ça fonctionne. Ben, au fur et à mesure, laissons vivre, parce que certaines formations ont été créées pour tuer d'autres. Et aujourd'hui, on assistait à une certaine saignée de part et d'autre. Quand ça partait du SDF, les gens criaient « Ah, on est en train de partir en vague ». Maintenant, il y a une vague qui est en train de revenir très fortement vers le SDF. Parce qu'ils ont rêvé aller quelque part. Ils ont trouvé que le quelque part là, c'était encore plus que l'enfer. Donc vraiment, je respecte la liberté de M. Mota. Qui combattra. Il sera opposant, mais qu'il soit des opposants
responsable, pas le genre qui vient tuer l'opposition. Le SDA a régné ici plusieurs années, n'a jamais dit qu'il tuait un parti comme l'UPC ou quoi que ce soit. Le combat doit se faire et c'est une synergie entre les partis politiques d'opposition qui puissent se regrouper et combattre le grand lion en face. D'accord. Alors, Valérie Mbappé Mandenga, autour de cette sortie de Mamadou Mota, des éléments pour tout à fait se blanchir de ce qu'il aurait été porté en triomphe par des prisonniers, pour également dire qu'il n'a rien fait pendant ces émeutes, mais qu'il est davantage la victime choisie par le régime. Est-ce la posture d'un homme politique ou alors on est dans la propagande d'un parti qui reste dans la logique de toujours victimiser le pouvoir? Écoutez, bien que je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la question parce que pour nous, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la sortie de Mota de prison et sa sortie médiatique, pour nous est un fait divers, comme il y en a plein dans ce pays chaque jour. Ce que je voudrais indiquer à la suite des panélistes qui ont pris la parole ici, c'est qu'il faudrait avoir à un moment un peu de retenue d'épaisseur face à certaines questions. Vous avez suivi la représentante du MRC sur ce plateau nous produire leur logiciel, qui est généralement un logiciel ethnocentré, un logiciel de victimisation, lorsqu'elle nous dit que M. Mota serait pourchassé entre guillemets parce qu'il serait du Nord, encore qu'il faudrait qu'on se pose la question, quel est même le poids de Mota à l'extrême Nord ou dans le Nord, un poids qui est totalement inexistant. La deuxième chose, elle nous sert une victimisation. Moi, je me serais attendu, et ça aurait fait honneur aux représentants du droit qui est sur ce plateau et aux barreaux en général. Parce que vous savez, lorsque vous êtes avec un homme de loi, il se doit de tenir un certain nombre d'engagements, quelle que soit sa casquette idéologique. Je me serais attendu ici que M. Paul Payere, qui relate avec nostalgie l'époque d'une supposée gloire du SDF, nous rappelle ici que, en tant que juriste, Mamadou Mota avait violé la loi. En tant que juriste, Mamadou Mota était à la tête d'un cortège qui défiait les institutions de la République. Et ce n'est qu'à ce titre que Mamadou Mota a été incarcéré. Plus loin, on a vu, les Camerounais ont vu dans une vidéo Mamadou Mota être en tête d'une mutinerie à l'intérieur d'une prison. Mutinerie à laquelle plusieurs autres pensionnaires ont été déportés vers des Ici, justement, qu'il a été piégé par le régime, puisque c'est le régisseur de son point de vue qui aurait demandé à l'appeler pour essayer de calmer les ardeurs des prisonniers ambazoniens qui justement séjournent dans la prison principale de Yaoundé-Kounéli, qui eux avaient décidé d'en découdre avec les prisonniers de luxe, si on peut les appeler entre guillemets ainsi, ces prisonniers ex-directeurs généraux d'entreprise ou alors ex-membres du gouvernement. Monsieur Moutoumé, je pense que les Camerounais sont suffisamment au courant des sketchs et des théâtres du MRC. Je vous ai très bien indiqué ici qu'il y a une vidéo où on voit Mamadou Mota avec les ambazoniens en train de créer Freedom Ambazonia dans une prison. Pour aller plus loin, qu'est-ce que M. Zonga nous indique une fois qu'il sort de prison? Il nous indique que l'un de leurs plus grands succès, c'est de s'être rapproché des coupeurs de tête ambazoniens. Ça a été filmé, ça a été envoyé, les Camerounais ont vu. Donc à partir de cela, c'est pour ça que je vous explique que pour nous, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la sortie de Mota est un non-événement et c'est un fait divers. Maintenant, si vous permettez toujours, pour avoir le même temps de parole que mes autres panélistes, oui, j'aimerais indiquer aux représentants du PCRN de ne pas confondre vitesse et précipitation. Pour la simple raison que le Cameroun a parachevé la mise en place de ces institutions démocratiques le 6 décembre 2020, à la suite de laquelle nous avons aujourd'hui des conseils régionaux dans toutes les régions de ce pays. Et il s'est passé un fait suffisamment grave pour son parti qui lui demande d'avoir un minimum d'humilité lorsqu'il est sur un plateau. Parce que quand il dit que le RDPC est un allié, ou il serait supposé un allié du MRC, les mêmes militants du MRC lui demanderaient pourquoi les conseillers municipaux, entre guillemets, jeunes du PCRN, d'Union et qui l'ont voté pour le RDPC lors des régions. On en parlera peut-être dans le cadre du sujet qui va suivre. Je veux simplement dire que, M. Moutoumé, nous, RDPC, nous sommes suffisamment confiants face à l'assise que nous avons. Merci. Et les colibets qui peuvent venir des réseaux sociaux où on nous accuse un temps
d'avoir enfanté le PCRN, un autre temps d'être un allié du MNC ne démontre qu'une seule chose, c'est que effectivement le RDPC est le grand mastodonte de la politique au Cameroun. Alors on va parler du deuxième sujet. Malheureusement, le sujet sur le zapping, c'est un tour de parole pour chacun d'entre vous. Donc vous devez avoir le maximum à dire autour de cette problématique. Et vraiment, je ne reviendrai pas là-dessus. C'était juste un sujet pour nous mettre de quoi écraser notre maïs. Donc les vrais sujets vont arriver dans quelques instants. Et on va rester avec Valérie Mandenga, si vous le permettez. On parle de la fête nationale de la jeunesse, la 55e édition. Ça célébré précisément jeudi dernier autour d'une thématique bien particulière, des jeunes, la résilience, les défis et opportunités en temps de Covid-19. Mais au-delà de cela, pas de défilé, mais tout de même un grand discours aujourd'hui salué par l'ensemble des jeunes du chef de l'État le 10 février. Qu'est-ce que vous avez retenu de Paul Biya ce soir du 10 février? Écoutez, en tant que citoyen camerounais, je pense que, et c'est de l'avis de tous, de tous les experts qui ont généralement couvert ce type de questions, le chef de l'État a fait le 10 février l'un de ses discours les plus marquants à l'endroit de la jeunesse. Parce que nous avons retrouvé en face de nous un pédagogue et un parent. Ce n'était pas le chef de l'État qui faisait un discours, c'était un parent qui s'adressait à ses enfants, c'était un chef de famille qui s'adressait à ses enfants. Je vais indiquer ceci. Tous ceux qui ont suivi ce discours savent très bien que le chef de l'État a étendu l'ensemble de son allocution sur 3 sujets qui étaient phares et qui lui étaient chers, c'est-à-dire l'attachement à la paix, la condition des jeunes et les prédispositions que doivent avoir cette jeunesse d'aujourd'hui à pouvoir mener bout à bout les défis qui s'offrent à lui. La première des choses, le chef de l'État a brossé, si vous le permettez, M. Moutoumé, il a brossé un graphique. Il reste 1 minute 30. Il a brossé un graphique de 3 jeunesses qui s'entrechoquent aujourd'hui dans notre nation. La première jeunesse est celle qui fait honneur au Cameroun à l'extérieur, qui fait honneur au drapeau national à l'extérieur, dont il a vanté et salué les mérites. La deuxième jeunesse est cette jeunesse-là qui porte en lui, qui porte en elle les valeurs patriotiques, les valeurs de préservation de la paix, les valeurs de préservation de l'intégrité territoriale de la souveraineté du pays à travers les forces de défense, de sécurité et les comités de vigilance, qui sont ces jeunes-là qui spontanément au Cameroun permettent à ce que nous ayons un certain nombre d'acquis. Et la troisième catégorie de jeunesse à laquelle il s'adressait, c'est cette jeunesse-là à laquelle il a mis en garde. Mise en garde contre les comédiens politiques, contre les commerçants politiques, les vendeurs d'illusions. Cette jeunesse-là, aujourd'hui, qui s'est retrouvée piégée dans des aventures sans lendemain, qui s'est retrouvée piégée dans le feu d'une guerre qui est nourrie et entretenue par l'extérieur. Et enfin, lorsqu'il a terminé de façon très lucide, il a mis sur la table le problème épineux du chômage des jeunes et il a donné des esquisses, des recommandations, des instructions, sa vision de ce qu'il pense être les portes de sortie adéquates pour pouvoir atténuer autant que possible ce phénomène. Donc, je pense que chemin faisant, on aura le temps de revenir et on entrera en profondeur. Alors, Madame Bateki, Paul Biya pédagogue, Paul Biya éducateur, Paul Biya parent, c'est ce que vous avez vu de ce chef de l'État le 10 février dernier? Moi, personnellement, je n'ai rien vu de nouveau. Mon fils Mandengue a vu un parent, il a vu un pédagogue. C'est normal, ça dépend de l'axe de vision que nous avons. Moi, j'ai vu quelqu'un qui, comme d'habitude, manipule les Camerounais, qui, comme d'habitude, fait des promesses qu'il ne tient jamais, qui, comme d'habitude, a envoyé notre jeunesse, soit ceux qui ont les petits avantages dus à l'État, sont en train de défendre l'État bec et ongle, soit ceux qui se sont, c'est-à-dire habitués à la paresse, à ne rien faire, à dire au ciel, bon, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour devenir ce que je suis aujourd'hui? Parce qu'on reconnaît les jeunes qui ont les Master 2, qui sont les Bensikineurs, on reconnaît les jeunes qui ont les grands diplômes, qui sont au quartier, qui font des commentaires au quartier en longueur de journée. On reconnaît les jeunes
qui passent leur temps dans les réseaux sociaux pour insulter les uns et les autres. Donc pour moi, de mon côté, je n'ai vu rien de précis parce que nous attendions peut-être les projets. On nous a parlé de 5 000, ainsi de suite. En tout cas, il a dit ce qu'il a l'habitude de dire et de ne pas faire. Du réchauffé et de ne pas faire. Maintenant, il appelle les jeunes de la diaspora, ces mêmes jeunes qui sont que quand ils viennent ici, ils sont bloqués à l'aéroport, on les attrape au niveau de l'aéroport pour envoyer en prison. Maintenant, il appelle la diaspora à ne pas suivre, comment on appelle, le gourou. Moi, quand on dit un papa, est-ce qu'un papa peut tenir ce genre de langage? Un papa peut appeler son opposant, c'est-à-dire parce qu'on a l'habitude de dire c'est les membres du MRC qui avancent des mots, qui insultent les gens, qui parlent de n'importe quoi. Est-ce qu'un papa comme celui-là a le droit d'appeler un autre gourou, son opposant? Maintenant, à ce niveau-là, on ne voit pas. Tout ce qu'on voit tout le temps, c'est que peut-être un jeune du MRC a lancé un mot et on met sur la toile, on les traite de tout. Mais un papa qui, tout le temps, insulte l'autre parti, le petit parti, qui tout le temps a des petits mots, des petits tics qu'il lance pour titiller l'autre, qui n'est rien. Et on appelle ça un papa. Non, moi je n'appelle pas ça un papa. J'appelle ça un irresponsable. J'appelle ça quelqu'un qui continue vraiment à voiler, parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il continue à voiler les yeux des jeunes. Les jeunes comme mon fils Mandengue, qui a la possibilité peut-être d'avoir les avantages du pouvoir, peut venir sur un plateau, parler fort, pendant que son cousin à côté, qui a peut-être le diplôme plus élevé que lui, sera obligé de rester au quartier, peut-être le soutenir parce que quand il va rentrer, il va acheter à boire, parce que c'est ça. La jeunesse d'aujourd'hui, elle s'est réduite à la boisson, à la cigarette, je ne sais pas. Et c'est tout. D'accord. Alors, M. Ekat Dibobé, avec vous, on va justement évoquer la question. Paul Biya, manipulateur, Paul Biya, celui qui fait des promesses qu'il ne tient pas. Est-ce ce choc d'État qu'on a vu le 10 février 2021 s'adresser à sa jeunesse? La vérité, M. Moutoura, c'est que moi, je n'ai pas pensé avoir le temps pour suivre ce discours. Vous êtes un acteur politique. Oui, mais je n'ai pas suivi parce que c'était la rhétorique. Incroyable. C'était la rhétorique. Je vous dis pourquoi. Ok. Il y a exactement 1 an que le président de la République a dit aux jeunes de faire l'agriculture, de s'investir dans l'agriculture. Quand le président donne un discours, ça veut dire qu'il est en train de donner les lignes directives de ce qu'est son programme politique ou bien ce qu'il veut. À la suite de ce discours-là, il y a 1 an, connaîtrez-vous un jeune qui s'est investi dans l'agriculture ou bien que l'État a accompagné dans l'agriculture? Non. Puis, moi je ne l'ai pas suivi, mais j'ai pris le temps de le relire parce que j'ai estimé que le suivre en direct, depuis suivre les commentaires de ses partisans jeunes comme M. Mandengue, devrait me créer d'autres susceptibilités. Donc j'ai préféré le lire en douce après qu'il ait prononcé. Dedans, le président vous dit qu'il y a 5500 jeunes qui ont eu des financements. J'aurais voulu que M. Mandengue ici aujourd'hui nous donne les noms, ne serait-ce que de 2 jeunes dans le littoral. Et qu'on nous les présente le lendemain, qu'on fasse un reportage et que vous nous dites, voici ces jeunes-là, ils ont reçu un financement. Donc j'ai estimé que c'était la rhétorique. Pendant ce discours, j'ai plutôt parcouru le discours, j'ai plutôt relu le discours du président national du PCRN, M. Cabral Libi, coordinateur de l'OMC. Qui n'a pas le droit de faire un discours. Il n'a pas fait un discours, j'ai dit 2018. Ah d'accord. 2018 en tant que coordonnateur de l'OMC. Ok. Voilà. Et ce discours préparait aux élections municipales et législatives de 2020. Dedans, j'ai retenu l'actualité du Cameroun. Ça veut dire que ce dont le président national parlait il y a 2-3 ans est actuel aujourd'hui. Nous avons une jeunesse délaissée à elle-même. Nous avons une jeunesse embrigadée par ceux qui tiennent la politique. La preuve, c'est que vous avez vu, nous avons, M. Mandengela s'est bien dit, nous avons fini les élections régionales. Le président qui est lui très attaché à la jeunesse. Connaissez-vous un président du conseil régional qui a 28 ans? Connaissez-vous un qui en a 40? Vous voyez donc que nous sommes dans un discours entre guillemets qui trompe les jeunes, qui
est fait pour utiliser les jeunes, pour qu'ils adhèrent à des facilités ou bien restent des ivrognes à ne rien faire, à ne pas entrer dans le combat politique. Les jeunes doivent s'investir. Et le président lui-même le dit, parce que quand je le lis, lui-même le dit, il dit la jeunesse est représentative au Cameroun à plus de 50%. Ça veut dire que aujourd'hui, il appartient à cette jeunesse-là de décider qui est son gouvernant. Il appartient à cette jeunesse-là de décider qui sera notre gouvernant pour les 5 prochaines années, ou bien qui sera notre maire, qui sera notre député, qui sera notre représentant à telle ou telle structure. Mais ce n'est pas là où on entraîne les jeunes, M. Mandeng. On les entraîne dans des choses qui n'ont rien à voir avec leur pouvoir décisionnaire de choisir quels sont leurs représentants. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, au PCRN, nous disons aux jeunes, mobilisons-nous, vous êtes jeunes. Moi, je suis de la classe intermédiaire, je ne suis pas jeune, j'ai 46 ans. Je dis je suis intermédiaire entre la jeunesse et ceux qui sont partagés. J'ai suivi le plan. On n'est pas jeunes, on est jeunes jusqu'à 77 ans. On est jeunes jusqu'à 77 ans. C'était pour justement habiller la longévité de certains leaders au pouvoir ou bien de certains leaders d'autres partis. Ce n'est pas le pouvoir qui veut, mais voilà. c'est qui peut. C'est la raison, c'est au résultat des juges. On ne discute pas. C'est sa raison. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous interpellons la jeunesse à se mobiliser, à s'investir dans la chose politique du pays pour que nous choisissons nous-mêmes nos représentants. À 2 niveaux. Premier niveau, nous sommes à l'heure actuelle à la phase d'inscription dans les listes électorales. Vraiment, mobilisez-vous, rejoignez la force de l'OMC qui est en train de travailler sur le terrain pour ces inscriptions-là. Mobilisez-vous, inscrivez-vous. Ensuite, venu le moment des élections, nous allons nous mobiliser également pour le vote et pour la surveillance du vote. Alors, Maître Paul Pairé, même si vous n'êtes pas jeune, mais jeune intermédiaire, c'est le point de vue du représentant du PCRN sur le plateau. Quelle est votre lecture de cette sortie de Paul Biya? C'était à la faveur de la 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse, une fête qui n'a pas connu la fin qu'on lui connaît, les grandes parades, les grands défilés. Certes, on a parlé de Covid-19 qui reste une menace pour le pays, mais au-delà de cela, Paul Biya a-t-il été ou a-t-il répondu aux attentes de la jeunesse camerounaise à travers son discours? Son discours, c'est le discours traditionnel. Rien n'a été nouveau. C'est la même chose. Il y a toujours, ouais, c'est du réchauffé, comme on peut dire. Je ne sais pas comment M. Mandeng voit cela comme un père. Il est père de la nation, nous le savons. Mais il y a toujours ces promesses dans les discours qui ne sont jamais tenues. Parce qu'effectivement, M. Kadubobé le dit tout à l'heure, qu'on doit un peu. Et les sous sont en train de partir quand il parle de ces projets jeunes. Chaque fois qu'on parle, on y injecte des milliards. Et ces milliards disparaissent entre là où on a décidé et les concernés, c'est-à-dire cette jeunesse qui est aujourd'hui clochardisée. Parce que vraiment, voir ce que les jeunes vivent. Quand tu fais une enquête au niveau des gars qui sont sur les motos, plein sont avec des licences au minimum. Et voilà la jeunesse. Et est-ce que l'emploi aujourd'hui, c'est ça qui devait être l'emploi de ces jeunes Camerounais? Aller faire des années d'études et revenir être à la moto, parfois dormant dans les stations d'essence sur leur moto, devenir en même temps leur chambre et leur lit. La jeunesse, le président doit prendre cette jeunesse en main, essayer de revoir. C'est vrai, ce n'est pas parfois de sa faute, il peut injecter quelque chose dans le couloir. Mais le détourneur dans le couloir dilapide tout. Donc il faudra qu'il soit très veillant, encore plus regardant, au point que quand il y a quelque chose injecté pour le développement de la jeunesse, que ces fonds arrivent à point nommé. Parce que voyez-vous, il y a eu cette fête qui n'a pas été fêtée comme il se doit, alors que le Chan, non, attention, est-ce qu'il y a eu des parades? Le Chan avait combien de personnes dans les stades? Vous croyez que s'il fallait, voilà comment à un certain moment, ça lâche de ce côté. Bon, nous souhaitons que ce qui devrait être utilisé pour l'organisation, que ça rentre pour le service de ces jeunes. Il faudrait qu'on essaye, je crois qu'on a fait des économies. Il n'y a pas eu la réception au Palais de l'Unité la fois dernière, ça fait des milliards gardés. La fête aussi, il n'y a pas eu de parade. Et je veux attirer l'attention, chaque fois même qu'on parle de cette jeunesse, voyez-vous, est-ce que même quand il y a parade ou fête, est-ce que le gouverneur reçoit une délégation de la jeunesse pour causer souvent avec cette jeunesse?
la jeunesse est Il y a toute une onzaine de la jeunesse au cours de laquelle les autorités reçoivent les jeunes. Oui, non. Et discutent D'une avec manière les un peu jeunes. plus. Le point est fait avec C'est le très président sélectif Paul Biya lors de sa parfois. sortie. C'est très sélectif parfois. Il y a un parlement jeune qui a cours. Il y a un parlement jeune. Mais il faut voir le mot désignation et tout. Vous voyez qu'il peut être. Chaque jeune qui y va, si tu n'as pas une cote solide quelque part, tu ne peux pas entrer. Alors, il faut de vrais jeunes qui connaissent les problèmes des jeunes. Les jeunes surtout pauvres, pas toujours les jeunes de la bourgeoisie. Ils vont là-bas, ils ne vont pas comprendre ce que le fils d'un vigneron ou d'un cultivateur ou d'un pousseur peut vivre. Il faudrait que le président, pas seulement des discours, qu'on passe de la parole à l'acte. La jeunesse aujourd'hui, comme on le dit, de 18 ans à 35 ans, c'est la grande portion, c'est 50 et poussière % de la population. Et tous nos dirigeants qui aujourd'hui minimisent cette jeunesse, ils sont entrés dans le gouvernement à quel âge? Monsieur le Président de la République aurait été à la haute, il est entré dans les 25-26 ans. Mais comment aujourd'hui? On parle bien, il a parlé de la décentralisation, ça va donner les voix à la jeunesse. Décentralisation, mon œil. Quels sont ceux qui gèrent toutes ces structures? Aujourd'hui, certains ont pris leur retraite. Les secrétaires généraux sont pour la plupart jeunes. Ils sont jeunes. À quel âge à peu près? Ils ont un âge compris entre 38 et 45 ans. Et ce sont les Quelqu'un a rares. parlé de jeunes intermédiaires tout à l'heure. Oui. Ce sont quelques rares. Et Tous les secrétaires généraux qui ont été nommés par le président de la les République. exécutifs, là, quand on regarde, c'est toujours tous les vieux fonctionnaires de la République. Quelqu'un finit, il a été maire, il a été délégué du gouvernement, c'est lui qui revient encore. On va passer le temps. Ça veut dire qu'on ne veut plus la retraite dans ce pays. On a augmenté l'âge de la retraite pour certains cadres de la fonction publique. Et on a oublié d'allonger aussi, d'essayer de dire le concours où on pouvait aller à 5 ans. Ça passe à l'âge, par exemple, pour ceux qui il faudrait bien recrutement, équilibrer là, les choses. dans la Ça veut dire qu'on récapitulation. minimise la jeunesse dans ce pays. D'accord. La jeunesse est maltraitée. Alors, Valérie Manenga, y a-t-il un réel problème avec la jeunesse aujourd'hui au regard de ce que Paul Biya a dit? Il a peut-être parlé d'une jeunesse responsable, une jeunesse persévérante, mais au-delà de tout, on nous a dit sur ce plateau que cette jeunesse est délaissée, elle est embrigadée, mais davantage, c'est une jeunesse ivrogne. Écoutez, monsieur Moutoumé, face à ce que les Camerounais ont toujours souhaité, qui ne s'est jamais fait, mais qui se fait sur votre plateau, c'est-à-dire une union de façade de l'opposition face au parti au pouvoir, je voudrais simplement indiquer... C'est aussi bien, non? Ça indique que la politique se porte bien, il y a une opposition, il y a un parti au pouvoir. Oui, je voudrais indiquer aussi que les Camerounais voudraient que de temps en temps cette union se déporte hors des plateaux de télé. Mais vous allez nous inviter pour cela un autre jour. Ce que je voudrais dire, c'est que face à tout ce qui a été dit ici, je pense qu'il convient de recadrer 2, 3, voire 4 petites choses. Le chef de l'État a indiqué dans son discours que la politique politicienne, elle est terminée. En réalité, je voudrais rappeler aux uns et aux autres ici que le prochain rendez-vous électoral fixé par la Constitution est en 2025. Pour l'instant, la saison des élections est finie le 6 décembre. Donc, ceux qui sont toujours dans un discours perpétuel d'élection, qu'ils sachent qu'ils doivent un peu revoir leur cahier. Maintenant, je vais commencer par la fin pour débuter mon propos. Maître Payeur a indiqué un certain nombre de choses. Et lorsque vous l'écoutez, vous comprenez très bien. Lorsque vous écoutez M. Dibobé, vous comprenez très bien que cette troisième jeunesse à laquelle le chef de l'État a fait un certain pointing du doigt est très dangereuse. Elle est dangereuse pourquoi, M. Moutoumé? Elle est simplement dangereuse parce que le discours populiste qu'elle entretient sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de radio, sont de nature à démobiliser les jeunes, sont de nature à perdre les jeunes. Je voudrais rappeler à Maître Payeur ici que le promotionnaire, le premier de la sortie de l'ENAM l'année passée, sa maman était vendeuse de beignets. Sa maman n'était pas au cadre de ce pays. Donc le Cameroun fait encore rêver ses enfants. Je voudrais rappeler ici, lorsque j'entends la représentante du MRC manquant totalement d'humilité, mais alors quand je l'ai regardé, j'ai eu froid aux yeux quand elle parlait. Parler de manipulation. Monsieur Moutoumé, qui manipule les jeunes depuis 2018 dans ce pays? Qui, à un moment, a estimé que nécessité faisait loi pour emprunter des chemins tortueux, d'escroquerie et de fémania? Aujourd'hui,
l'un des plus grands scandales. Et d'ailleurs, je fais partie de ces personnalités publiques qui ont demandé au ministre de la Justice de se saisir de ce dossier et de rendre justice aux Camerounais. L'un des plus gros scandales jamais réalisés dans ce pays a été sur Vivol. Moi, j'appelle cela sur Vivol. Où un président de parti, entre guillemets, a mis... C'est cette jeunesse-là à laquelle le président parle. Il y a une mauvaise jeunesse. Cette jeunesse qui a cassé nos ambassades. Ces militants du MRC qui sont devenus depuis 2018 la personnification du discours de la haine, du repli et du mépris des institutions de la République. Donc quand elle parle de manipulation, c'est que la jeunesse du RDPC, elle a fait. Vous attendez, le RDPC est toujours en train de jeter les Madame Bateki. Sans dire ce que, dites-nous exactement, effectivement, pendant que la jeunesse du MRC casse les ambassades, pendant qu'il y a survol, dites-nous exactement, concrètement, ce que la jeunesse du RDPC a fait. D'accord. Madame Bateki. Monsieur. S'il vous plaît. Vous aurez le temps de parole à la suite de M. Mandingue. Donc je souhaiterais que vous restiez poli, courtoise et que vous attendiez que je vous redonne la parole. Vous prendrez la parole juste après M. Mandingue. Donc prenez le temps de pouvoir noter et je reviendrai à vous. Valérie, il vous reste précisément 1 minute 30 autour de cette autre sortie. Monsieur Moutoumé, je ne vais pas être d'accord avec les minutes 30. Je suis d'accord avec mon temps de parole. Ce que je suis en train de dire, c'est que en l'espace de 30 secondes, les Camerounais qui nous suivent dans les 10 régions de ce pays ont vu le visage du MRC Basse. C'est-à-dire, voilà un parti politique, voilà une espèce de nébuleuse qui estime que partout où elle se trouve, elle ne doit respecter aucun code. Lorsque je parle de survivol aujourd'hui, qui n'a pas à voir dans mon sujet ce soir. Tout ça à voir parce que c'est des jeunes qui ont été mobilisés à la suite de ce triste épisode le 22 septembre pour aller commettre un coup d'État. Parce que c'est de ça qu'il était question. Se lever pour dire que vous allez destituer les institutions démocratiquement élues, c'est-à-dire, ça veut dire que vous avez en vous un discours de sédition. Lorsque je finis de dire cela, il y a le représentant du PCRN a indiqué quelque chose tout à l'heure, et effectivement qui était révélateur d'un échantillon très dur de cette jeunesse que le chef de l'État, dans un discours précédent, avait pointé du doigt comme des followers passifs. Lorsque un Camerounais vous dit que lui n'écoute pas le chef de l'État, encore que merci que vous lui ayez rattrapé, en lui rappelant que l'usage républicain impose que lorsque le chef de l'État s'adresse à la nation, aucun autre Camerounais ne s'adresse à la nation. Mais son représentant, le président de son parti, qui est devenu porte-parole d'un jeunisme qui existe dans son esprit, a pris cette cause sur lui de prendre la parole le 31 décembre, quand le chef de l'État s'adresse à la nation, on ne sait pour quel type de cacophonie. Je voudrais indiquer ceci. Lorsque le chef de l'État parle de l'épineux problème du chômage, nous avons en face de nous un homme qui est lucide. Nous avons en face de nous un homme qui est humble, qui indique que, effectivement, le gouvernement de la République met en place des programmes d'accompagnement et de financement de jeunes. Et il demande donc, il instruit à l'ensemble de ses collaborateurs de faire de ces programmes d'accompagnement un franc succès. Seulement, lorsqu'on finit de dire cela, il convient de dire aussi autre chose. Qu'il existe au sein de notre jeunesse ce que j'appellerais une sous-information sur les programmes qui sont générateurs de revenus. Vous avez au sein, par exemple, de la télévision nationale, tous les jours, une diffusion des programmes qui sont révélatrices des revenus. Mais vous avez des Camerounais comme M. Dibobé qui estiment qu'ils doivent être sur Facebook ou qu'ils doivent être en train de se promener pour ensuite venir après faire un procès à l'État. Combien de jeunes aujourd'hui ont un numéro d'affiliation au Fonds national de l'emploi? Combien de jeunes aujourd'hui? C'est parce que le chef de l'État a démissionné que des jeunes aujourd'hui qui font dans la moto, dont vous êtes devenus les porte-parole, ne peuvent même pas, ne serait-ce qu'être en conformité de la loi. C'est aussi le chef de l'État qui vous permet, qui vous demande aujourd'hui d'avoir des jeunes qui se découvrent aujourd'hui des talents de café et de découverte. De toute façon, je prendrai dans votre prochain temps de parole, je vous soustrairai. Ils sont trois contre les RDPC. Ils ont près de 20 minutes de parole. J'ai un minimum 10 minutes, mais chrono en main, je n'ai fait que 7 minutes. Vous allez leur donner la parole dans un booking et ils vont reprendre. C'est le minimum. À la prochaine de parole, vous ne parlerez pas beaucoup.
me victimise pas. Faire de la victimisation populiste, et on vous le continuez connaît. à faire du désordre sur le plateau. Non, je fais pas de désordre. Respectez-moi le temps de parole. Non, je fais pas de Merci désordre. beaucoup. Je prendrai 2 minutes dans votre prochain temps de parole. Madame Bateki, le chef d'État a demandé d'éviter ceux-là qui sont considérés comme étant des anti-modèles. N'est-ce pas un appel à plus de patriotisme, au déterminisme et même au professionnalisme de ce que cette jeunesse doit ou est le fer de lance de la nation? Les anti-modèles, nous les avons déjà au sein du RDPC. Les anti-modèles, nous les avons déjà pour un parti politique qui est là où 90%, je dis bien 90% de leurs dirigeants sont les gens âgés, les gens tantôt qui sont déjà partis à la retraite et qui reviennent et qui dirigent ce parti. Bon, maintenant, l'appel entre guillemets qu'il dit, nous tous, on sait de qui il parle. Il parle de qui? Il parle. Moi, je ne sais pas de qui il parle. Si vous pouvez me préciser, ça permettrait également aux téléspectateurs d'être mieux édifiés. Pour ceux qui ont écouté, ils ont compris. Je n'ai pas d'explication à donner. Justement, mais tout ce que je peux dire, Madame Bateki. Tout ce que je peux dire, c'est que ces jeunes n'ont pas besoin aujourd'hui, parce que comme l'a dit monsieur du PCRN, monsieur Ekat Dibobé. Monsieur Dibobé, comme il a dit, ces jeunes, en ce jour, je crois que si on prend un micro-trottoir, on sort là-bas en route, il y aura moins de 10% des jeunes qui ont suivi le discours du président de la République. Parce qu'effectivement, ils vont vous dire, quand tu vas lui demander, va écouter, il va te dire, c'est la même chose qu'il va nous dire, il va faire les promesses. D'autres iront même te relater le discours avant que le discours ne se passe. Ils vont te dire, on sait qu'il va dire tant de choses, et après il va partir. L'année qui vient, il n'y aura aucun bilan, parce que en fait, chaque année, il aurait été, c'est-à-dire que préjudicié, peut-être, de dire, ok, j'avais promis j'avais mis en place tel projet l'année dernière, voilà, ça a été exécuté à tel niveau, et cette année, non. Tout ce que le RDPC sait maintenant, parce que nous, dans le MRC, avec le RDPC, on a deux choses maintenant quand tu es sur un plateau. On te parle de survol, où c'était une initiative d'une, on peut dire même d'une ONG, ce qu'on peut dire entre parenthèses. Attendez. Vous ne prenez pas. Quand nous, on parle du vol de l'argent, on parle de l'argent de l'État. C'est-à-dire que l'État, par exemple, de la Chane qui est passé, où je vois, où même les infirmiers qui se sont occupés des gens n'est pas payé. L'État, des gens qui ramassent, c'est-à-dire que les Atazalakuna qu'on a gardés, là on ne parle pas. Mais pour eux, c'est-à-dire qu'un travail qui a été fait par des volontaires, c'est des volontaires jeunes qui ont décidé de travailler pour aider le Cameroun. On ne parle pas de l'argent que l'État de ces mêmes groupes, ils ont pris. Non, on ne parle pas de ça. Mais pour un petit oui, où ils sentent qu'on est en train d'approcher de la vérité, de dire à la population, voilà ce que c'est que l'État que nous servons, l'État dans lequel nous sommes. Non, ils bradent survival, parce que c'est le nouveau mot. Qu'est-ce que la SICAM qui devait offrir les masques, ces masques que nous on donnait gratuitement, qu'est-ce que la SICAM a fait de ces masques? Vous avez déjà vu les masques SICAM dehors. Je rappelle également qu'Avalicom a validé. Oui, non, mais parce que, étant donné que le MRC a sa ligne, le RDPC a sa ligne éditoriale, maintenant ce n'est plus que Camto a vendu les armes, maintenant c'est survol. Je ne sais pas ce qui va arriver pour la seconde fois. Donc si on vient sur les plateaux pour débattre, on aimerait que quand le MRC accuse le RDPC de quelque chose, que le RDPC prouve, parce que tout à l'heure il a dit que nous trois, nous sommes contre lui, qu'il essaye de prouver que ce que le PCRN a dit, ce que le SDF a dit, n'est pas vrai, que le pays, le Cameroun, le chef de l'État n'aide pas la jeunesse. Au contraire, c'est la débandale totale, c'est les agresseurs, et en même temps, c'est les diplômés.
D'accord. Alors, M. Dibobé, Paul Biya dit, à chaque génération, ses combats. La génération d'aujourd'hui, ces jeunes d'aujourd'hui, quels peuvent être leurs combats de tous les jours? Avant de répondre à cette question, je vais prendre 1 minute dans mon temps de parole pour... 4 minutes précisément. Voilà, pour placer les 2 ou 3 mois à la suite de M. Mandinga. D'abord, je veux dire à M. Mandinga qu'il n'y a pas un appareil qui mesure le patriotisme. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas adepte de ce que dit son président qu'on n'est pas patriotique, qu'on n'aime pas le Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que lorsqu'on parle des programmes et qu'il dit que les jeunes ne sont pas informés, moi, je lui donne pour programme le PAGEU. Le PAGEU, les gens ont pris cousins et cousines, frères et sœurs, ont donné l'argent. Certains ont même fait des certificats de décès, d'autres ont pris des avions, sont allés à l'étranger. Est-ce qu'on peut nous donner les statistiques du PAGEU aujourd'hui? Combien de jeunes le PAGEU a eu à sponsoriser? Alors, justement dans le cas du PAGEU, je vais vous rentrer dans votre temps de parole. Vous n'avez pas du PAGEU. C'est un programme gouvernemental qui a été mis pour accompagner la jeune génération qui souffre du problème de chômage. Il était question de promouvoir l'entrepreneuriat jeune. On a donné de l'argent. Vous reconnaissez qu'il y a des jeunes, tout de même s'ils ont été facilités par des moyens pas peu orthodoxes, ont quand même reçu de l'argent. Donc, en d'autres termes, c'est encore cette jeunesse qui devrait être patriotique, qui a torpillé le fameux projet gouvernemental. Donc, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement d'avoir malheureusement conduit ou vécu le chèque du PAGEU. Monsieur Boutoumé, qui a pris l'argent? Parce que c'est un projet que j'ai suivi. Qui a reçu l'argent? Oui, laissez que je vous dise. C'est un projet que j'ai suivi. Il en parle tellement avec s'il vous plaît. Puisque c'est un projet que j'ai suivi. Des jeunes de la Sanaga maritime qui se sont mobilisés pour ce projet parce qu'ils voulaient développer l'agriculture dans la Sanaga maritime. D'accord. Est-ce qu'il y a de l'argent qui a été perçu par les jeunes? Oui, mais pas les jeunes qui ont déposé des projets pour ça. Mais des jeunes qui ont été cotés par ceux qui avaient... Ce sont des jeunes ou pas? C'est des jeunes. D'accord. On peut conclure que c'est des jeunes, mais cotés par ceux qui avaient en charge la gestion des fonds. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'autre chose que je voulais évoquer maintenant concernant votre sujet où on interpelle les jeunes à relever les défis de leur époque. De leur génération. D'abord, ça se dit très bien à notre dialecte. On dit qu'à chaque jeune, à chaque génération correspond le jeune qui doit combattre le combat de cette génération. Ça se dit très bien en dialecte. Mais seulement, ce que je voulais relever là, c'est que, une fois de plus, ce que nous appelons les mauvais vieux sont en train de torpiller le combat de la jeunesse. Le combat de la jeunesse aujourd'hui, d'elle du Cameroun, c'est de démontrer qu'elle est capable de se gérer. Donc il y a un parti de génération, des mauvais vieux, des mauvais jeunes. Des mauvais vieux à l'encontre des jeunes. D'accord, il n'y a pas de mauvais jeunes. Il y a des mauvais jeunes, mais je dis à l'encontre des jeunes. Parce que ceux qui sont mauvais dedans sont également ceux qui sont cooptés par ces mauvais vieux-là. À l'encontre des jeunes. Pourquoi? Pour deux choses. Parce que au lieu de mobiliser la jeunesse, le représentant du SDF l'a dit tout à l'heure, mais beaucoup de nos combattants, les Wandi et consorts, ont commencé le combat, ils étaient très jeunes, c'est 26, 28 ans, 20 ans. Pourquoi aujourd'hui ceux qui sont leaders, ceux qui nous gouvernent, ne mobilisent pas la jeunesse à entrer dans la gestion des choses patriotiques? Pourquoi aujourd'hui ceux qui sont en charge de promouvoir les jeunes n'apportent pas des initiatives pour que les jeunes puissent sortir de la torpitude dans laquelle... Devrait-on aller puiser les jeunes dans les trous pour les sortir de là et leur inculquer notre façon de voir la chose publique? Monsieur Moutomé, 70% des jeunes tous les jours investissent des ministères à la recherche des projets, des programmes capables de leur financer. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise. Mais lorsque j'ouvrais l'entreprise, il y avait un projet au MINPESA qui disait que chaque jeune qui ouvre l'entreprise peut financer à hauteur de 5 millions pour lui permettre de s'investir et d'entrer dans le stable. Voilà. Tout à fait. Lorsque j'ai écrit au ministre, le ministre m'a dit que ces fonds n'étaient pas disponibles, ces fonds ne lui permettaient pas de me soutenir. Mais pourtant, j'ai monté un projet capable de montrer que je voulais l'agrément ENEO, l'agrément CDE et l'agrément Sonara, et je montrais les capacités à pouvoir générer l'emploi pour au moins 300 jeunes. Mais le ministre m'a répondu qu'il ne peut pas me soutenir pour l'acquisition des équipements pour que j'ai les validations techniques. Face à ça, je n'ai pas d'argent, je dois rentrer vers les banques. Je n'ai aucune garantie. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous entrez donc maintenant, vous vous retrouvez en train de demander le secours aux uns aux autres. La jeunesse qu'on dit aujourd'hui vouloir aider, qu'elle sorte de la léthargie dans laquelle elle est. En fait, on n'entreprend rien
pour qu'elle sorte de là où elle se trouve. Pire encore, ce qu'on pense que c'est un emploi jeune et que le gouvernement compte comme emploi créé, c'est le Bensikilman, c'est les cabines téléphoniques. Voilà ce que le gouvernement compte en fait comme emploi créé. Quand vous rentrez aujourd'hui dans les... Donc les 500 000 emplois qui ont été créés en 2020 rentrent dans ce type de secteur d'activité, secteur informel. On vient parler de secteur plutôt moderne. Non, la preuve, quand vous regardez dans les 25 000 qui ont été pris quelques temps avant ce qu'on déclare, les 25 000 qui ont été pris, beaucoup de jeunes ont démissionné à moins de 8 mois après. 8 mois après, ils n'étaient plus là. Parce qu'ils constataient qu'en fait, on les a pris, mais qu'on continue de les marginaliser, on leur donne les salaires de 38 000, 40 000 francs. Alors qu'on sait que le niveau de vie aujourd'hui ne permet même pas de vivre avec 50 000. Alors, Maître Paul Paéré, le discours de Paul Biya a-t-il été un discours de transition générationnelle? On a évoqué la question des vieux, ou des mauvais vieux, mais également des mauvais ou des bons jeunes, mais davantage des jeunes qui ne prennent pas suffisamment d'initiatives de leur propre chef et attendent davantage que l'initiative soit donnée depuis le plus haut sommet de l'État, donc le président Paul Biya. Est-ce qu'on a ou on connaît cette transition générationnelle finalement? La transition, c'est un mot très fort. La transition au Cameroun, c'est très difficile. Le discours, j'ai parlé de la continuité. Même dans son discours, quand il parle de résilience de la jeunesse, vous comprenez tout le sens de ce mot résilience. Que cette jeunesse est suffisamment forte, elle tient compte, malheureusement, elle arrive à sortir de l'eau, au-delà de cette situation. Et que cette jeunesse supporte sa misère quotidienne. Donc c'est vraiment des discours. Et le plus dur, c'est passer à la pratique. C'est la pratique. On a souvent de très beaux discours, des beaux textes. Tout à l'heure, M. Madangue faisait le procès de l'avocat sur le plateau. Je dois me mettre à juger peut-être la décision de justice ou quoi que ce soit. C'était un constat. Mota a été condamné. Mota a purgé sa peine. Il est sorti. Donc je ne viens pas ici analyser cela. On parle de l'actualité. Cette jeunesse qu'on dit résiliente, elle est dans cette résilience. Mais on constate que rien de bon n'est fait. Voilà le représentant du PCRN qui donne un exemple pour l'avoir vécu. Il pouvait employer 300 personnes. C'est déjà quelque chose. S'il y a des projets pareils pour au moins 1000 Camerounais, ça fait combien de personnes qu'on emploie? Ça réduit correctement le taux de chômage. Parce qu'à l'heure actuelle, ces jeunes, comme on les voit, aujourd'hui, ils sont devenus de grands joueurs des jeux du hasard. Aller au niveau des kiosques pour le football, pour PMUC et tout comme ça, c'est leur gagne-pain, c'est leurs amusements, leurs distractions à longueur de journée. Parce que n'ayant rien de bon à faire. Et on est dans un pays où on a assez de ressources. L'agriculture en question, quand le président de la République a toujours parlé, normalement, le Cameroun, c'est un pays agricole. On devrait, la formation même au niveau des institutions, on ne veut pas toujours essayer de faire des formations spécialisées. Ça veut dire qu'on apprenne à faire cette agriculture dès l'école primaire. Aujourd'hui, on nous enseigne à parler du bon français, du bon anglais. On est des docteurs en anglais, je n'insulte personne, mais on aurait dû faire des formations pratiques au point que nous utilisions tout ce que nous avons. Nous devons produire, on ne doit pas seulement chercher. Et cette jeunesse est là pour pouvoir travailler, pour pouvoir produire. Et le Cameroun gagnerait. On a assez de prairies où on peut faire de la riziculture, mais nous regardons là, c'est vaste, sachant. Il y a eu des tracteurs, vous avez eu une histoire de tracteurs abandonnés dans les brousses, alors que les tracteurs devaient servir pour l'agriculture. Le Cameroun, normalement, avec toutes les richesses naturelles que nous avons, ça peut, si on abonde dans l'agriculture, faire embaucher une grande portion de jeunes qui aujourd'hui, en désespoir de cause, se lancent dans le Benskin. Le Benskin, c'est quoi? Et ils sont là. Ça devient une école très mauvaise parce que quand les gars pénètrent dans ce milieu, ils savent qu'on ne paye pas les impôts. L'assurance, zéro. Et ça expose la vie des Camerounais à des dangers terribles. En cas d'accident, l'assureur ne pourra pas répondre. C'est autant de choses. Il faudrait que le chef de l'État, quand il donne ses discours, ces grandes lignes, qu'il suive quand il revient pour le discours de 2022, qu'ils disent quand même que, bon, je vous avais dit, on ne veut faire telle chose, voici ce que je fais. Tel nombre de jeunes, avec une liste publiée. Aujourd'hui, les réseaux sociaux
tout peut passer, M. Madengue. C'est que c'est toujours les promesses. Et ce sont les promesses pour la plupart non tenues à 80%. Alors, on va sortir de cette émission, alors de cette thématique de la jeunesse, en faisant le point autour du projet, ou alors du programme gouvernemental, du plan spécial triennal jeune. Beaucoup de milliards avaient été mis en route par le chef de l'État, 102 milliards, c'est l'enveloppe globale de ce projet, mais à date, 15 milliards seulement ont déjà été mis à la disposition pour financer les projets des jeunes. Est-ce que, près de cette marge donnée par le président de la République, on n'est malheureusement pas dans les mauvais points, plutôt que dans les bons, pour permettre justement aux Camerounais, aux jeunes Camerounais, d'être des entrepreneurs? C'est ce que le chef de l'État attend d'eux. Écoutez, M. Moutomé, le président de la République, le chef de l'État, il a brossé un panorama sur le plan triennal spécial, qui est un projet d'accompagnement parmi tant d'autres. Il a pris une esquisse et il a démontré à travers cette esquisse, mal peut en prendre à M. Dibobé s'il n'a pas un proche qui a bénéficié de ce projet. Il a pris une esquisse pour démontrer qu'effectivement, 16 000 jeunes étaient déjà formés à l'auto-entrepreneuriat. Ils étaient déjà autonomes. Ça, c'est d'un. Ça, c'est d'un. De deux. La deuxième... Chacun 2 minutes maintenant. La deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est qu'il faudrait que les représentants de formation politique qui sont sur des plateaux sachent que nous avons une obligation lorsque nous sommes sur des plateaux, c'est l'obligation d'éducation de masse et non d'aboutissement de masse. Le jeunisme, M. Dibobé et Mme Robaté, le jeunisme n'est pas un paragon de la vertu. Le jeunisme n'est pas non plus tard. Le jeunisme, être jeune, c'est une phase transitoire de la vie. Être jeune ne vous confère pas des pouvoirs spécifiques. Ce discours démagogue qui consiste à venir sur des plateaux de télévision pour expliquer que les vieux n'aiment pas les jeunes, parce que les vieux torpillent pour que les jeunes, eux, n'avancent pas. Monsieur Moutomé, lorsqu'on parle de la jeunesse, il faudrait d'abord rappeler aux Camerounais que l'État du Cameroun lui-même est d'abord un État jeune. Nous avons à peine 60 ans d'existence. La deuxième chose, c'est que, vous vous souvenez, lorsque nous étions en école, nous avions des personnes qui étaient 25-30 ans, qui étaient en classe de 3e. Aujourd'hui, lorsque vous prenez des personnes de 20-23 ans, vous les retrouvez en train d'être ingénieurs. Allez dans les administrations centrales de l'État. Vous allez trouver tous ces directeurs d'administration seraient surpris. C'est des personnes qui sont à peine à 35 ans. Allez regarder aujourd'hui nos sous-préfets. Faites un tour. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la bonne dynamique, non seulement elle est dans la bonne dynamique, elle est présente. Parce qu'aujourd'hui, le quota qu'elle a au sein de notre organisation ne peut pas permettre qu'on ne se passe pas d'elle. Maintenant, je voudrais dire une chose. Lorsque nous parlons... Il vous reste 30 secondes, j'ai dit 2 minutes pour chacun. Ils ont dit beaucoup de choses. Je dis lorsque nous parlons de jeunesse, je voudrais que nous soyons nous-mêmes, organisations politiques, des échantillons révélateurs de la jeunesse. Il appartient aux organisations politiques aussi d'être des vecteurs d'éclosion et de promotion de la jeunesse. Monsieur Payet qui est assis sur ce plateau, la liste dans laquelle il était le 9 février 2020, la moyenne d'âge était 53 ans. Il nous parle de la jeunesse, mais il n'applique pas la jeunesse au sein du SDF. Moi, je sors de l'arrondissement de Douala. Je sors de l'arrondissement de Douala 2e. Monsieur Moutomé, nous avons eu la majorité absolue en battant le SDF avec une liste qui avait 30% de jeunes. Ça veut dire que la volonté de promouvoir les jeunes doit être une volonté qui doit d'abord être véhiculée au sein de nos formations politiques pour qu'on la voie déjà ailleurs. Madame, vous ne pouvez pas être des anges aujourd'hui sur des plateaux de télévision. Il est question de rendre cette jeunesse responsable. S'il vous plaît, que faut-il faire pour que cette jeunesse ne se sente plus embrigadée, délaissée, mais qu'elle se sente au cœur de l'action à la fois du gouvernement, mais également des formations politiques? Que les vieux prennent leur retraite. Que les vieux partent se reposer, en commençant par notre président qui fête soi-disant ses 88 ans aujourd'hui. Non, c'est pas soi-disant, c'est ce que le calendrier nous donne. Oui. Qu'il a 88 ans aujourd'hui. Oui, oui. Quelle condescendance. S'il vous plaît. Quelle condescendance. Monsieur Mandengue. Même que le Cameroun Dieu. S'il vous plaît, monsieur. Quelle condescendance. Monsieur Mandengue. C'est une vertu, c'est une bénédiction d'avoir 88 ans, madame. Si vous n'en avez pas dans votre famille, c'est une bénédiction pour le Cameroun. Monsieur Mandengue.
mère. Il faut l'alternance. Ma mère, qui Merci. aurait eu 60 ans, se serait reposée et m'aurait donné la palme pour continuer de travailler à sa place. C'est-à-dire, effectivement, quand on atteint un certain âge qui est une vertu, comme vous le dites là, je suis d'accord avec vous, on se repose et on se donne la peine de donner le flambeau aux jeunes pour qu'ils puissent aussi s'épanouir, pour Parce apporter qu'on aussi... donne un flambeau aux jeunes, ou alors on va chercher le flambeau aux jeunes. Le jeune, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas de ce pays, où nous avons les grabataires qui commandent, qui sont au-dessus du pays, c'est eux qui doivent donner, puisqu'ils ne Je veulent pas... pose ma question. Oui. Imaginez-vous, y a-t-il un pays dans lequel les jeunes ont attendu que les vieux viennent leur donner Quand le on témoin? dit... Non, S'il vous plaît. non, au Cameroun, quand on dit donner... Le président a ça- actuellement donné. Voilà. Quand on dit donner, ça veut dire permettre à ces jeunes. D'accord. C'est une manière de permettre à ces jeunes. Parce que si moi, par exemple, je veux me reposer, ça veut dire que je permets à mon fils de prendre le flambeau. Mais si je refuse de me reposer, ça voudrait dire que je vais rester là pendant que mon fils sera toujours un éternel bébé. Bon, et en passant, puisque on est là... Ça veut dire que monsieur Kanto est très jeune, hein? S'il vous plaît, Parce monsieur. qu'à attendre monsieur Kanto a 40 ans. Et je voudrais vous dire que c'est par la Constitution, c'est par les voies et règlements de la Constitution qu'on a fait dans la magistrature suprême. Donc si vous voulez arriver au pouvoir, il vous est indispensable, 1, de participer aux élections, et 2, d'avoir le plébiscite du peuple camerounais. Donc c'est pas monsieur Biya qui se maintient au pouvoir, c'est le peuple camerounais qui le met au pouvoir. Alors je constate avec regret, s'il vous plaît, permettez-moi, je constate avec regret que M. Maneke continue de faire des autres sur ce plateau. Le prochain sujet qui va parler sur... il ne parlera, il ne prendra pas la parole. Si vous continuez à faire ce que vous faites, je ne vous donnerai pas la parole. Monsieur Maneke, jusqu'à preuve du contraire, je suis le seul ici qui donne la parole à qui que ce soit. Vous reprenez la parole alors que je ne voulais pas donner, je vous sanctionne purement et simplement. Et je le répète, vous ne prendrez pas la parole au prochain sujet. Merci. Allez-y. Ok, je réponds à votre question parce que M. Mandengue n'est pas journaliste pour me poser des questions. Mais néanmoins, je lui dis, M. Kamto n'a pas encore 80 ans. Ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas ma question. Voilà. Vous voulez sortir ma question qui était simple. Allez-y. Vous avez déjà forcément répondu à ma question. Je demandais si les jeunes devaient rester là, attentistes et simplement recevoir le bâton de commandement de ceux qui sont là, que vous considérez comme étant les grabataires. Attendez, quand on conserve le commandement, c'est-à-dire il y a une manière de conserver le commandement et d'empêcher aux jeunes de s'épanouir, c'est-à-dire que de montrer leur capacité. C'est en ce sens que je disais. D'accord. Alors, le temps de la politique politicienne est passé, pour bien le rappeler. Il invite davantage à une politique pratique. Est-ce qu'il est dans la politique practice, du point de vue de l'accompagnement de la jeunesse, du point de vue de la responsabilité attendue de la jeunesse aujourd'hui? Monsieur Moutouma, c'est encore une autre façon de distraire les jeunes. Parce que les élections dont parle M. Mandengue auront lieu en 2025, mais le travail de ces élections débute aujourd'hui. C'est les inscriptions dans les listes électorales. Quand nous parlons de ça, il dit non, le temps de l'élection s'est passé. C'est aujourd'hui qu'on prépare le prochain conseil régional. C'est aujourd'hui qu'on prépare la prochaine législative. C'est aujourd'hui qu'on prépare le prochain conseil municipal. À partir des inscriptions aujourd'hui, il faut les suivre. Quand on nous dit le temps de la politique politicienne, non, c'est une autre façon de distraire les jeunes, de leur faire croire qu'on a fini avec les élections, attendons dans 5 ans. Non, c'est pas vrai. La politique, c'est un projet, c'est une entreprise. C'est-à-dire qu'on commence à la base, on projette, on sait là où on va. C'est pour ça qu'actuellement, nous le disons, dans le cadre de l'Académie citoyenne, nous sommes entrés à la formation des jeunes. Dans le cadre de l'OMC, nous sommes entrés dans l'inscription dans les listes électorales avec les jeunes. Nous les mobilisons pour que le maximum soit inscrit. Nous les mobilisons pour que le maximum soit inscrit à l'Académie de la jeunesse. Nous devons leur donner ce que c'est que l'éducation d'un citoyen de base. Quelle est la démarche politique du PCN? Quelle est la démarche politique de l'OMC? Où est-ce que nous voulons... Maintenant, quand on dit que le flambeau ne se donne pas, mais nous avons un exemple parlant que vous avez demandé, c'est au Cameroun. On a, monsieur, le feu président, il doit arranger la constitution pour que le flambeau soit donné à un jeune qu'il estimait être le jeune capable de conduire les opérations après lui. Il aurait pu le donner à Samuel Eboa. Il aurait pu le donner à Issi Vondon. Mais il a estimé que, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque chose correspond à un jeune de sa génération, chaque lutte. Il a estimé que le jeune capable de conduire le Cameroun vers la lutte que lui il avait pensée, c'était celui qui était monsieur Biya. S'est-il trompé? Il lui revient lui-même d'en juger, mais son épouse pense
très fortement qu'il s'est trompé. Mais nous sommes dans le combat où il faut que les jeunes soient mobilisés, que les jeunes reprennent la main de la chose politique, que les jeunes reprennent la main dans le sens de l'entrepreneuriat. Tout n'est pas fatal, absolument. Quand nous parlons du projet U, quand je parle de MINPESA, quand le ministre a refusé de donner ces fonds-là, aujourd'hui l'entreprise existe. Tout n'est pas fatalité. Il faut se battre, savoir là où on va, être confiant avec ces projets et on arrivera justement à changer la chose. Est-ce que finalement la jeunesse elle-même ne se donne pas les moyens d'arriver aux objectifs qui peuvent être attendus d'eux? Bon, c'est vrai que la jeunesse, il y a une certaine jeunesse aussi qui aime la facilité. Ça, c'est une évidence. Parce que quand nous parlons de la jeunesse globalement, il y a les bons et les mauvais. Et c'est l'occasion de dire à beaucoup qui voudraient toujours la facilité, de pouvoir se mettre au travail et de chercher à arracher le flambeau. Parce que attendre, nous voyons que au fur et à mesure que le temps passe, on rallonge, les années ne font que... Vous verrez certaines personnes être au pouvoir ou dans la gestion, les exécutifs régionaux. Les gens vont se retrouver même à 100 ans. Avec ça, quelle jeunesse? La jeunesse va même finir sans que certains puissent faire quelque chose dans ce pays. Parce que le pouvoir en place, le système en place, fait tout et tout pour se maintenir et éloigner la jeunesse des grands centres de décision. Parce que là, tout à l'heure, M. Mandegema titillait un peu en disant que nous, au SDF, la moyenne d'âge pour les élections municipales, c'était 53 ans. Je ne sais pas comment il a calculé cela, mais je sais que dans nos listes, il y avait des jeunes. Il y avait bien des jeunes à Douala 5e. Pas moins de 10 jeunes en termes de chiffres dans nos listes. C'est-à-dire les jeunes... Sur une liste 61, c'est déjà quelque chose. C'est un moyen assez faible quand même. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il faut un début avant tout. Et encore en plus, dans le SDF, c'est toujours un modèle. Voilà, M. Foundi, le chairman, qui aujourd'hui va avoir 80 ans d'ici le mois de juillet, il a pu laisser la candidature à un jeune, aussi qui était bien frais pour pouvoir aller aux élections. De l'autre côté, il y a le candidat naturel. Jamais ça ne peut changer. Foundi, lui, quand il sent aujourd'hui, même il a essayé de dire cela en pointillé au cours de son déjeuner avec la presse l'autre jour. Il se sent déjà fatigué, il va laisser à quelqu'un d'autre, et c'est la jeunesse. Donc, le parti d'en face devrait apprendre à stimuler les jeunes à prendre la relève. Mais je suis surpris, beaucoup de jeunes qui écument les plateaux même pour défendre la thèse de la gérontocratie, c'est des jeunes du RDPC, je ne sais pas pourquoi. Ils vont où pour défendre cette thèse? Monsieur Mabengue, vous seriez peut-être député si on vous avait permis d'évoluer. Alors, Maître Paul Païré, avec vous, on va ouvrir la troisième thématique, et c'est 5 minutes pour chacun d'entre vous. Essayez d'être le plus discert possible autour de la question. On évoque le massacre de Ngarbou. C'est un moment particulièrement sombre pour le Cameroun. Ce massacre qui a été perpétré dans cette localité du nord-ouest du Cameroun, au plus fort de la crise séparatiste. On se souvient à l'époque, l'affaire fait grand bruit. On est pratiquement un an jour pour jour de ce massacre-là. Et puisque cela a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 février 2020, on a commis une commission qui a rendu public et qui avait reconnu la responsabilité des éléments de force de défense et de sécurité dans ce massacre. Aujourd'hui, le chef de l'État, Paul Biya, au-delà des décisions de justice, tente de réparer le préjudice en octroyant un geste de solidarité à ces familles. Était-ce la bonne méthode pour également accompagner ces populations meurtries à la suite de ce massacre? Bon, oui, Ngarbou, vraiment, c'est quelque chose qui a fait très mal. Avec les images qu'on a pu voir, jusqu'à aujourd'hui, ça fait vraiment très mal ce qui s'est passé. Il y a eu bavure, comme on le dit. Il y a eu commission. Aujourd'hui, le chef de l'État, c'est une obligation pour lui de pouvoir poser certains actes pour atténuer d'une manière ou d'une autre la douleur de ces familles. Mais qu'on donne même une montagne d'argent, de fric, est-ce que ces âmes vont revenir? Ce qui m'intéresse, c'est que ceux qui ont posé ces actes
qui puisse écoper des sanctions exemplaires pour que ça ne se répète plus. C'est vrai, cette histoire, cette crise du Nozo qui fait couler beaucoup de sang, parce qu'après Gabou, nous voilà avec Kumba. Et tout cela, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse tout et tout pour mettre un terme à cette saignée en perte de vies humaines depuis des années. Donc c'est pourquoi on a toujours essayé de vouloir dire au chef de l'État de perpétuer dans le dialogue. Il faut toujours, on ne limite pas le dialogue, parce qu'on va vous dire, le grand dialogue a été organisé. Pourquoi pas autant de dialogue pour sortir de cette crise, de cette situation? Gabou, ça a été le débordement au niveau, les FMO qui sont harcelés avec les ambazoniens et tout consort. Les hommes en tenue ont été obligés de se faire assister par des civils, et des civils qui auraient agi d'une manière négative. Et voilà ce qui est arrivé. Beaucoup de pertes en vies humaines. Donc vraiment, aujourd'hui, si nous pensons à cela, c'est une manière de pouvoir vraiment rendre hommage à ces morts partis gratuitement. Donc, il faut bien rendre suffisamment hommage à ces morts partis, même si l'argent mis à leur disposition ou à la disposition de leur famille ne ramène pas forcément les esprits ou les corps des personnes qui sont parties. Oui, bon, je sais, il le fait à sa manière, mais c'est toujours, à un certain moment, quand on l'attend là où on devrait attendre, il n'est pas. Nous avons vu des cas, que ce soit la catastrophe des écarts. Il y a des moments où le chef de l'État doit se déplacer à la fois. C'est vrai que la zone Nozo, c'est très miné. Ce n'est pas facile d'y aller actuellement. Mais il gagnerait à faire encore plus et surtout tout faire pour pacifier cette zone. Alors, il faut pacifier le nord-ouest et le sud du Cameroun, mais davantage nous évoquons la problématique de ce massacre de Garbou. Le geste devait-il être salué, M. Dibobert, ou alors condamné au regard de l'acte qui a été posé par les éléments de force de défense et de sécurité? Il faut préciser que le geste peut soulager les familles éprouvées, mais ne saurait leur permettre d'enlever, de faire leur deuil. Maintenant, la vérité du massacre de Garbou, c'est qu'au départ, quand cette histoire s'est passée, je crois les membres du parti au pouvoir sont montés au créneau pour nous dire que les tenues n'étaient pas celles de l'armée camerounaise. Nous avons évoqué un certain nombre de faits, jusqu'à ce que le président national revienne et crée une commission et qu'on constate que bon, il y a eu des bavures. Aucune de n'est propre. Ça, il faut le dire. Quand je le dis, c'est pour dire que jusqu'ici, nos forces de défense ont permis que nous autres, nous puissions nous asseoir dans les plateaux, puissions voyager, il faut leur remercier pour ça. Qu'ils soient en train de combattre pour que aucun centimètre du patrimoine foncier camerounais ne soit cédé. Mais également, il faut relever ici que il faut que cette guerre cesse. Et je pense que le président national a la solution pour que la guerre cesse. Il le sait. Parce qu'au-delà de cette guerre, il a envoyé plusieurs émissaires dans le nord-ouest et le sud-ouest qui sont revenus avec des recommandations, qui sont venus avec un certain nombre de directives, de ce que les gens voulaient là-bas. Je crois que nous ne sommes plus à l'intérieur de la sécession. Nous sommes aujourd'hui que tout le monde veut que le Cameroun reste un et indivisible, mais qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de choses. Maintenant, quand vous entrez dedans, vous voyez le statut spécial consacré aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais vous rentrez également dans la décentralisation en elle-même avec les conseils régionaux. Vous constatez qu'il y a des choses qui frustrent. C'est-à-dire qu'on dit que nous sommes dans la décentralisation, nous sommes dans la gestion par les communautés, par la base de leurs problèmes. Vous constatez que là-dedans, on nous ramène où c'est le MINAC qui est encore le patron du conseil régional. Vous voyez que c'est des choses qui frustrent. Alors qu'il y a un ministère du développement local. Vous constatez que c'est le gouverneur qui vient installer le conseil régional. C'est des choses qui fâchent. Et là, nous, on peut interpeller le parti au pouvoir et leur dire, même quand on veut tricher, on peut bien faire. On peut faire les choses, ne serait-ce que d'apparence, pour qu'elles soient bonnes. C'est des petites choses comme ça qui, accumulées, deviennent des problèmes comme ceux du nord-ouest et du sud-ouest et qui ont entraîné ce que vous avez vu à Garbou. Alors, Garbou, malheureusement, aujourd'hui,
Garbou reste dans les mémoires comme étant l'un des jours les plus dramatiques de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Des familles, des enfants ont été massacrés, leurs biens ont été mis à sac. Finalement, l'armée camerounaise a reconnu une part de responsabilité à travers des éléments qui n'étaient pas ou qui n'avaient pas reçu onction de se déployer sur le terrain. Aujourd'hui, Paul Biya essaie de restaurer la mémoire de ces Camerounais tombés à la suite de ce drame-là. Peut-on penser que finalement, le Cameroun fait également son deuil à travers ce geste de solidarité du chef de l'État Paul Biya? J'espère que quand nous pouvons encore mener les enquêtes pour Kumba, que eux aussi seront dédommagés et que ceux qui vont aussi mourir ou bien ceux qui meurent tout le temps dans le nozo seront aussi de même dédommagés. Parce qu'en fait, la position du MRC ou bien ma position personnelle n'est pas le dédommage parce que ça ne peut pas ramener ceux qui sont morts. Ça ne peut pas ramener, je ne sais pas, ça pourrait, comme vous avez dit tantôt, ils ont perdu en matériel et tout et tout. C'est déjà un début aussi dans la crise, dans le nord-ouest. C'est pour ça que je dis pour refaire une vie. Ce ne sera pas seulement Garbour. Il y a Kumba qui a suivi. Et maintenant, on verra si les enquêtes sont menées ou bien là maintenant, il va aussi donner quelque chose. Et ça ne va pas s'arrêter à Kumba. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de cette guerre. Nous, ce qu'on veut, c'est que Paul Biya pose un geste, un acte, ça dit concret, qui veut dire que la guerre s'arrête dans le Nozo. Ce n'est pas en dédommageant les gens. Je crois que ces mêmes gens, si on les appelle, parce que même en les dédommageant, est-ce qu'ils sont en sécurité là-bas? Est-ce qu'au cas où on leur dit, bon, comme vous n'êtes pas en sécurité, montez à Douala ou à Yaoundé, ce serait une solution? La solution n'est pas de dédommager ses parents. La solution n'est pas de dédommager les parents qui ont perdu leurs enfants d'une manière atroce, que ce soit Garbo, que ce soit Kumba, que ce soit peut-être les incendies qui se passent, parce que ce n'est pas seulement Garbour. Ce n'est pas parce que Garbour a été mis en avance qu'il y a d'autres qui arrivent, il y a d'autres qui se passent, qui sont même plus atroces que ce qu'on a vu à Garbour. Est-ce que c'est ça la solution? La solution, c'est que Biya prenne les rênes en main, qu'il prenne ses responsabilités en main et qu'il fasse arrêter la guerre dans le Nozo. C'est ça la position du MRC? La position du MRC. L'argent ne sert à rien. Donner l'argent à quelqu'un qui a perdu ses enfants, sa famille, je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas ça l'essentiel. D'accord. Alors, comme M. Mandengue semble revenir à des meilleurs sentiments et que nous avons reçu des SMS des téléspectateurs qui nous demandent d'accorder une chance supplémentaire à M. Mandengue de montrer qu'il est un citoyen patriote, républicain et responsable. C'est ce que les téléspectateurs nous ont envoyé comme SMS à M. Mandengue et vraiment j'étais tenu à respecter la démarche qui était celle de vous sanctionner pour vos écarts de comportement sur le plateau. Mais comme on nous appelle à de meilleurs sentiments et qu'on est dans la semaine de la jeunesse, mais aussi la période de l'amour, alors, puisque nous prenons également l'amour à la télévision du monde, nous vous accordons 4 minutes au lieu de 5 comme les autres. On reste quand même dans la posture de la sanction. Est-ce que avec Garbour et ce geste de solidarité de chef d'État, on n'est pas dans le saupoudrage encore. On n'est pas en train de répondre véritablement aux attentes des populations à la base. Monsieur Moutoumé, je voudrais indiquer, en écoutant mon précédent copanéliste, lorsque je l'écoutais parler, une seule question m'est venue à l'esprit. Monsieur Moutoumé, une seule question. De qui se moque-t-on? C'est-à-dire que vous avez donc, comme on disait tout à l'heure, Maître l'a rappelé, vous avez de bons jeunes, de mauvais jeunes. C'est aussi comme ça que dans la sphère politique, vous avez de bons politiciens, de mauvais politiciens. Voilà donc l'exemple avec Mme Gobaté, qui est l'exemple de l'anti-modèle auquel le président nous demande de nous écarter. Vous venez sur des plateaux de télévision, jouer aux pompiers en journée, alors que le soir vous êtes des pyromanes.
Nous avons très bien vu des militants du MLC dans des réunions avec des ambassadeurs. Nous avons très bien vu des militants et activistes du MLC appeler au financement un chef de paix qui est en train de tuer des personnes au nord-ouest et au sud-ouest. Lorsqu'on évoque ce type de questions, M. Moutoumé, un temps soit peu, nous devons avoir la décence de compatir aux douleurs des Camerounais. Vous savez, il m'arrive très souvent d'aller au sud-ouest. Vous ne me verrez jamais sur un plateau de télévision parler Nozo. Je ne sais pas quelle région du Cameroun s'appelle Nozo. Je connais le sud-ouest, je connais le nord-ouest. D'ailleurs, Chief Mouket avait rappelé les particularités de ces deux régions au grand dialogue national, qui n'ont rien en commun, à part la langue anglaise. Je disais ceci. Lorsque vous allez aujourd'hui dans le sud-ouest, vous trouvez des travailleurs et des pères de famille à la CDC, à la PHP, dont les bras sont coupés. Parce que des Camerounais, soi-disant qu'on doit comprendre, ont estimé qu'ils doivent devenir des découpeurs. Est-ce que c'est encore la faute au président Biya? Je vais aller plus loin. On va dire que je fais une fixation. Lors d'un meeting du leader du MLC à Paris, vous vous souvenez, je vous avais ramené cette image. En bas du podium, il y avait libéré les prisonniers politiques. Monsieur Moutoumé, la première chose qui m'a frappé et qui a choqué les Camerounais, figurez-vous qui était en tête du peloton selon le MLC des prisonniers politiques. Le premier visage était l'homme qui, depuis le Nigeria, avait décidé d'attaquer l'intégrité du Cameroun, Sissekou Ayuk Tabe. C'est de l'indécence. Non, je voudrais revenir à ma question. On est dans la compassion ou dans la réponse véritable avec le geste posé par le chef de l'État pour le dire. Non seulement on est dans la compassion, mais on est dans la reconnaissance de la patrie. Parce que souvenez-vous, lorsqu'il y a eu des exactions en Afghanistan ou en Irak, le gouvernement américain avait mis un veto pour dire que c'est nous seuls qui parlons de notre armée, personne ne parle de notre armée. On n'a trouvé aucune chaîne de télévision aux États-Unis qui pouvait vous parler de l'armée. Parce que l'armée, c'est quelque chose qui est souverain. Le président a fait preuve de hauteur et il a instruit une enquête qui a donné des résultats. Aujourd'hui, le président a mis en place un processus de paix. Le processus de paix que le président a mis en place, il est clair. Déposer les armes, intégrer les centres de désarmement et retrouver la vie civile. Parce que quoi qu'on dise, quand vous êtes dans une zone comme Bonabéry, ça fait mal de voir des familles dormir à la pleine lune parce qu'un jour, Sissekou Ayuk Tabe a décidé d'attaquer le Cameroun. C'est de là que ça va. Ça fait très mal aujourd'hui, M. Moutoumé. Lorsque vous arrivez dans des zones qui sont désastrées, dans le sud-ouest a perdu une dizaine de choses traditionnelles du fait de la barbarie de ces jeunes. Mais jusque-là, le chef de l'État, la main sur le cœur, tel qu'il est, il a offert, il continue à dialoguer. Je voulais indiquer à Maître Paul Paré que le dialogue ne fait pas état avec le grand dialogue national. Le chef de l'État continue à mettre en place des réformes pour le retour à la paix. Mais comme c'est un processus de paix, il faut que ceux qui ont pris les armes dans ce pays, il faut que ce discours soit sans ambiguïté quand on est des hommes politiques. Il y a un minimum sur lequel on doit s'accorder. C'est que ceux qui ont pris les armes doivent être déposés parce qu'ils n'ont pas qualité à leur porter. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour cette autre contribution à ce sujet. Et on va boucler l'émission de Tous azimuts du samedi avec cet autre sujet qui parle des universités du triangle national, où 8 universités ont connu depuis pratiquement la fin du mois de janvier des grèves à répétition, des grèves des responsables d'établissements ou alors des enseignants qui pour la plupart estiment ne pas être dans la bonne posture prise par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, par ailleurs grand chancelier des ordres académiques, un véritable bras de fer aujourd'hui, qui met en mal quand même le vécu dans les universités. Les cours sont aux arrêts, les soutenances également sont aux arrêts. Finalement, que se passe dans les universités triangle national? Lors d'une émission ici à LTN, je crois que le camarade, M. Mandengue, nous avait évoqué la raison de l'unicité des caisses, que c'est ce qu'il faisait, qu'il y avait des priorités. Et je pense que nous ne sommes plus toujours dans ces priorités-là, M. Mandengue. Il faut dire que d'abord, les salaires que réclament les enseignants, c'est les plus bas de l'Afrique francophone. Quand on paye les pays de l'Afrique francophone, tous les enseignants
des pays d'Afrique francophone, ceux qui sont les Camerounais touchent, c'est très bas. Parce que quand vous prenez, vous mesurez avec la monnaie d'échange, vous avez l'impression que c'est mais dès que vous voulez faire avec une monnaie d'échange, vous constatez que les salaires sont très bas. La crise perdure simplement parce que, comme d'habitude, au RDPC, on ne gère pas les problèmes à l'instant où ils se présentent, ou bien on ne trouve pas de solutions aux problèmes bien avant. Parce qu'il faut dire qu'avant que la grève n'arrive, ces enseignants ont fait des correspondances au ministre de l'Enseignement supérieur, qui justement les a balayés d'un revers de la main, parce que comme toujours, il estime que la solution viendra le jour où il voudra bien que le salaire sera fait le jour. À ces mêmes enseignants, on peut reprocher le manque de résultats des recherches, parce qu'il faut dire que cet argent-là également va vers des recherches, mais quand vous prenez sur les 5 dernières années, vous n'avez pas 10% d'enseignants qui vous ont sorti des résultats sur une quelconque recherche qu'ils ont fait. Maintenant, ce bras de fer, automatiquement, il doit s'arrêter parce que là encore, c'est des jeunes qui souffrent. Nous parlons de la jeunesse. C'est des jeunes qui sont sans cours, c'est des jeunes qui sont sans issue, qui se réveillent le matin. C'est des parents qui financièrement souffrent également parce qu'on est obligé de soutenir les charges logistiques pour que l'enfant aille à l'école. Et arrivé à l'amphi, il n'y a pas cours, il traîne et vient là-dedans le vagabondage, la mauvaise compagnie. Donc il faut vraiment que l'État prenne cette problématique en main. Mais plus encore que le chef de l'État, parce que nous savons que s'il veut prendre ça en main et qu'il demande qu'on paye même demain, ça sera payé. Alors il faut rappeler qu'il y a eu un mot d'ordre de levée de grève qui avait été observé, mais les responsables des syndicats que nous avons reçus en début de cette semaine nous ont précisé qu'au départ, il y a eu une concertation qui a été menée avec le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre du Travail, de la Sécurité sociale, mais également les responsables syndicaux. Des promesses avaient été faites et très rapidement, ces promesses n'ont pas été tenues, raison pour laquelle on a dû reconduire un mouvement d'humeur qui reste tout de même constant sur le terrain dans les universités du Triangle national. Le 8 précisément, Madame Bateki, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que les enseignants n'en font pas un peu trop? Il faut donner le savoir à ces enfants, ils ne demandent que ça. Certes, il faut également obtenir ces rémunérations, mais ne devrait-on pas mettre au devant de tout son patriotisme, son envie également de transmettre le savoir? Oui, il y a un adage populaire de chez nous qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Donc l'enseignant qui a les charges, qui a le loyer à payer, qui a son transport à payer, qui a sa famille à nourrir, et qui, ma foi, vient donner cours dans une université où il y a peut-être 1000 élèves dans un amphi où il faut parler et se faire écouter par tout le monde, et qui a tous ces problèmes ne peut pas s'en sortir, parce qu'il faut aussi voir ce côté-là, qu'il vient, s'il n'est pas dans les bonnes conditions, il ne peut pas aussi prodiguer les cours comme il faut. Donc, malgré tout le patriotisme qu'un enseignant pourra avoir, il y aura toujours ce couac. Bon, mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est parce que, toujours comme le dit mon collègue du PCRN, on avait partagé le même plateau où il était dit qu'on devait régler leurs problèmes le 28 janvier qui est passé. Et que jusque-là, ce n'était pas réglé. Mais on avait aussi soulevé l'autre problème où, normalement, dans ce pays, c'est parce que tout se passe bizarrement. Parce qu'on ne peut pas te donner un salaire sur quelque chose que tu ne fais pas. Ces primes devaient être côtoyées à ceux qui font des recherches. Donc, comme par exemple un paiement, j'ai fait les recherches, j'ai découvert telle chose, maintenant j'ai droit à une prime. Ou ces primes sont ajoutées à leur salaire parce que leur salaire est petit, comme vient de le dire Monsieur Dibobert, ou c'est une prime vraiment qui devait être méritée parce qu'il ne suffit pas de gréver pour un travail que tu ne fais pas, parce que cette prime est pour la recherche. Donc si tu ne fais pas la recherche, parce que tu sais que tu t'es habitué à ce que tout le temps tu vois que ton salaire passe, il n'y a aucun document, aucun projet, mais toi peut-être c'est pour compléter ton salaire que bon, tu te sens à l'aise devant cette prime. Donc c'est ça qui est un peu embarrassant, parce que si ce n'est que pour la prime, ils n'ont qu'à dire qu'ils ne font plus de recherche, mais puisqu'ils sont payés pour donner les cours aux enfants,
c'est les primes de recherche qui ne sont pas payées, qu'ils arrêtent de faire les recherches. D'accord. Alors, Valérie Mandingue, est-ce que finalement le ministère de l'Enseignement supérieur n'est pas un peu pris à l'étau, avoir brandi la prime pour encourager la recherche? On n'a pas véritablement les résultats de recherche, mais on paye tout de même cette prime. Ne pas la payer ou la payer avec des retards, justifie-t-il de pouvoir avoir une grève des enseignants dans les universités du pays? Écoutez, monsieur Moutomé, là, ce n'est pas le militant du RDPC qui va parler, c'est Valérie Mandingue qui va parler. J'estime que... Y a-t-il une différence entre Valérie Mandingue et militant ou pas? Oui, il y a une différence entre Frédéric Moutomé, le journaliste, et Frédéric Moutomé, le citoyen. Il y a bel et bien... Je suis Frédéric Moutomé de toute façon. Ok. Alors, j'étais donc en train de dire que plus ce feuilleton avance, plus on commence à se poser des questions, à savoir si c'est vraiment toujours la revendication ou il n'y aurait pas derrière des raisons qui ne sont pas évoquées. J'ai partagé un plateau précédent ici et on discutait de la même chose. Et heureusement, ce jour-là, on avait eu un enseignant d'université, dont je ne citerai pas le nom, mais si vous voulez, je vais citer son nom, qui avait indiqué que lui, il l'avait déjà reçu, mais qui avait un système au ministère des Finances qui les alignait par ordre alphabétique. Donc, il y a certains qui sont en attente, d'autres c'est environnement, mais lui, il a déjà reçu. Et si vous vous souvenez très bien ce jour-là, il avait dit une chose qui nous avait tous étonnés sur ce plateau. Il indiquait que oui, la prime de recherche, elle est là, elle est bonne, elle doit être donnée, parce qu'elle permet aussi, quelque part, de pouvoir partir acquérir un lopin de terre, de pouvoir s'établir. Et à moi, tout étonné de lui poser la question, mais cette prime est faite pour la recherche ou bien elle est faite pour les problèmes fonciers? Donc vous comprenez très bien qu'il y a même eu un travestissement de cette prime au fur et à mesure que les années ont passé. Maintenant, d'autres faits inavoués sont derrière. Toujours sur ce panel, on avait un représentant du syndicat qui estimait qu'il devait amener son combat politique à lui dans le champ des théâtres des négociations. Les négociations syndicales sont le propre de la vie d'une nation. Allez dans toutes les nations du monde. Toutes les organisations syndiquées demandent toujours, la preuve même vous-même, M. Moutomé, dans les organisations syndicales de journalisme que vous avez ou de médias associés, il y a toujours des textes que vous envoyez au niveau de la hiérarchie, qui est le MINCOM, ou bien au niveau de l'État, pour un certain nombre d'allégements de vos conditions de travail. Donc, pour moi, personnellement, c'est pour ça que je disais que c'est Valérie Mandingue qui parle, je n'ai aucun problème à ce que ces enseignants grèvent. Parce qu'ils réclament quelque part, selon la logique ou le logiciel qui est le leur, quelque chose qui les revient de droit. Maintenant, le ministre Jacques Famdongo a fait asseoir toutes les parties, le ministre d'État, il les a reçus, je crois, sur les 2 semaines, il les a reçus à 3 reprises. Lorsque vous venez dans des négociations, M. Moutomé, vous venez avec des propositions. Et la partie d'en face, vous faites des contre-propositions. C'est la même chose lorsque, en 2016, des avocats et des enseignants étaient venus avec des propositions. Et à la fin, l'État a trouvé un terrain d'entente où on était parti sur 9 points. Les représentations syndiquées ont eu gain de cause à 18 points. Donc, c'est un combat de bonne guerre parce que chacun ne veut pas lâcher du lest. Mais je dis simplement que faisons attention, que beaucoup ne transposent pas leur passion ou leur frustration politique dans le débat du combat syndiqué qui aujourd'hui prend en otage nos enfants qui sont depuis privés du minimum que l'État du Cameroun leur doit. Et lorsque vous allez plus loin, on n'ouvrira peut-être pas ce débat ici, mais sans faire la fine bouche, je suis d'accord avec M. Dibobé, si on entre dans la vie estudiantine, il y a beaucoup de choses que nous pouvons aussi reprocher à ces enseignants. D'accord, merci beaucoup à vous Valérie Mandingue. Et la dernière prise de parole de cette émission de ce samedi, ce sera avec Maître Paul Pairé autour de cette grève. Comment faire pour la stopper? Comment faire pour que les étudiants puissent avoir leurs leçons, que les enseignants effectivement se consacrent à la recherche et que cette recherche serve davantage dans les campus universitaires? Bon, effectivement, là, on se trouve dans une situation où les gens... Il y a un texte, je crois, du chef de l'État qui a parlé de ces primes-là. Oui, ces différentes primes. Voilà. Ça, c'est déjà des droits acquis pour celui qui travaille. Bon, j'ai même cru à un certain moment, parce que quand ça a commencé avec le SINES, j'ai cru que le ministre avait, comme on le dit là, il avait dit que la solution est trouvée. Donc la solution, c'est quoi? Que les gens rentrent dans leurs primes.
ceux qui ont travaillé, ceux qui méritent, rentrent dans leur prime. Pourquoi alors jusqu'à aujourd'hui, il y a la grève? Ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas eu ces primes. Et là, ça fait un préjudice. Les étudiants... Alors, il faut que apporter une précision, Maître Paul Pairé. Oui. Il y a effectivement, comme l'a rappelé Valérie Mandinga, certains enseignants qui ont déjà perçu leur prime. Certains. Maintenant, l'ordre syndical estime qu'on ne devrait pas aller... on ne devrait pas servir des primes à la tête chercheuse. Si j'emprunte à l'expression, qu'on devrait globalement à tous reverser automatiquement les primes pour stopper le mouvement de grève. Alors, comme tout le monde n'est pas servi au même moment, il vaut mieux maintenir la pression au gouvernement, donc maintenir le mode de grève. Est-ce qu'on n'est pas dans un véritable chantage qui finalement ne sert pas forcément la cause dans les universités? Bon, c'est ça même qui fait l'objectif, fait la raison d'être d'un syndicat, la solidarité. Parce que là, si on a donné peut-être à 10 personnes sur 25, le 25, si on ne fait pas ce mouvement de masse pour essayer d'amener l'État à pouvoir satisfaire tout le monde, nous connaissons le système en place, ça ne va pas marcher. On va vous abandonner de cette manière. Il y a une certaine solidarité dans le syndicat, dans les corps. Quand il y a un problème, on voudrait que la majorité soit satisfaite. Donc s'il y a ces mouvements d'humeur et ces mouvements de grève, ça veut dire que l'État n'a pas pu satisfaire les gens. Autant le faire, on va dire tantôt c'est par ordre alphabétique, tantôt tout est apprêté pour dans vos comptes, mais les gars éculent leurs comptes, ne voient rien dedans. Alors c'est ça, il faut que l'État paye ces primes. Pour ceux qui ont fait les recherches, parce que c'est surtout sur le plan... Sauf que ce n'est pas pour tout le monde qui a fait la recherche. La prime, c'est pour tout le monde d'abord. C'est pour tout le monde. Pour ceux qui cherchent et qui font des recherches, effectivement, qui méritent leur dû. Donc l'État a intérêt à pouvoir satisfaire sur ce plan pour que... Donc votre point de vue, on devrait encore rentrer dans le dispositif du chef de l'État, permettre à ce que seuls ceux qui ont effectivement fait de la recherche puissent bénéficier de cet argent. C'est la prime de recherche. Si tu n'as pas cherché, fait des recherches, tu vas bénéficier de quoi? Il faudrait bien qu'on voie. Parce que vous voyez, quelque part, quand Madengue lui parle, peut-être certains membres du syndicat sont de certains partis, ils parlent fort. Ce n'est pas ça, M. Madengue. Avec ces primes de recherche, on ne connaît qui est RDPC, qui est SDO, MRC. Il est question de mettre un corps enseignant et de le rétablir dans ses droits. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faudrait que tout le monde soit rétabli dans les droits. Il faudrait que tout le monde soit rétabli dans le droit. Merci à vous tous. Permettez également que nous puissions accorder du temps à nos téléspectateurs qui nous ont envoyé des SMS comme il est de bon droit dans le cadre de ce programme Tous azimuts du samedi sur la télévision du monde. Pas mal de messages sont arrivés également dans notre contrôle ce samedi après-midi. On va essayer de lire quelques-uns si vous le permettez bien. Alors, bonsoir M. Moutomet. Très bonne conduite des débats. Pour améliorer la contradiction, il faut, s'il vous plaît, davantage équilibrer en invitant 2 pro-régime et 2 opposants au régime. C'est Théo de Konsamba deuxième qui nous a envoyé son message. Il faut rappeler que nous sommes dans une diversité, hein, monsieur de Konsamba. Bonsoir à vous sur le plateau. Juste pour dire aux opposants sur le plateau que pour aider la jeunesse, même les leaders d'opposition peuvent le faire. Et c'est pas seulement l'affaire de l'État. Et que Maurice Kamto, avec 5 milliards, pouvait créer des sociétés où il emploierait ces jeunes Camerounais. C'est Hussein Abafoussam qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission de ce samedi sur la télévision du monde. Bonsoir monsieur Moutomé. Alors quand je comprends ce que dit la dame, alors je ne sais pas trop de qui vous parler, monsieur, quand je comprends ce que la dame parle, ça me fait mal. J'ai perdu mon frère depuis le 22 septembre 2022, causé par les marches du MRC. Quand le professeur Maurice Kamto était dans ce même réseau, pourquoi y avait-il pas de tribalisme? C'est Lionel qui nous envoie ce message. Pourquoi le président du MRC ne pouvait pas créer des emplois avec l'argent qu'il a reçu et lorsqu'il a fait le tour de l'Europe? C'est une question qui nous a été envoyée. Bonsoir à vous, monsieur Moutomé, et salut au panel. Remercions le Dieu Tout-Puissant d'avoir sorti monsieur Mamadou Mota des griffes de ses pions
du régime, juste pour vous dire que le fils de la vendeuse de Makala, qui était premier, comme le jeune vendeur du peuple le disait, alors, avait bel et bien choc de bâton. Alors ça, je ne peux pas le prouver, donc je ne peux pas le dire non plus. Monsieur Landry du camp de Yap à Yaoundé, s'il vous plaît, restons sérieux lorsque nous envoyons des messages dans le cadre des émissions télévisées. Les Camerounais savent bien que bosser pour les Français, c'est contre les enveloppes, ou alors couvre également les sous-enveloppes. C'est une honte pour ces affamés qui militent encore pour le RDPC. Vous voulez dire que depuis 1982, le Cameroun n'a aucun fils capable de gérer le pays, même pas dans le RDPC, s'il vous plaît. Et il y a un peu de honte et c'est de faire de vos ventres le centre de la raison. Les Camerounais méritent plus que ça. J'aimerais aussi vivre une passation de pouvoir, une alternance dans notre pays. C'est également la réaction d'un autre Camerounais dans le cadre de cette émission de samedi après-midi. Bonsoir, si chacun doit avoir 5 minutes, alors il faut également donner 20 minutes de temps de parole à seul M. Mandingue qui voudrait caporaliser le débat. Et ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses, puisque nous parlons d'un débat contradictoire. Bonsoir à vous, M. Moutomé. Pardon, dites à M. Mandingue de cesser de berner les Camerounais en pensant lutter contre le MRC. Il fait plutôt la promotion de ce parti politique qui ne cesse de grandir en matière de détournement de deniers publics, qui sont ceux qui peuplent les prisons de Kondengui. Sont-ils du MRC? Si vous n'avez rien a dit, M. Mandingue, libérez votre chaise que vous coupez ainsi sur le panel de LTM Télévision. Il précise qu'il faudrait que je lise son message. Monsieur, votre message a été lu. Bonsoir également à vous. La solution est que les séparatistes baissent les armes. Je ne sais pas ce que la femme sur le plateau précise dans le cadre de cette émission. C'est M. Michel Fouda qui nous envoie également son message dans le cadre de ce programme. Bonsoir à vous sur le plateau. Il faudrait que le discours se concrétise car nous sommes fatigués des promesses. Achille Aimé qui nous envoie son message sur Gabou. Le geste du président de la République est à saluer, mais prison à vie pour ces brebis galeuses qui ont pris les armes contre la République. Bonsoir à vous sur le plateau. L'État doit offrir gratuitement le palmier, le cacao, le maïs, le mil par aire géographique. À l'époque, le Minagri le faisait. Cette époque a ralenti l'exode rural. Les jeunes qui n'ont pas le CEP veulent également être encadré. C'est ce que dit cet autre téléspectateur. LTM, le débat est super. M. Mandingue n'a jamais changé le sang chaud lors de débats dans les plateaux de télévision. Bonsoir à vous. Sur le plateau, j'habite à Ndjombe dans le Mongo. Je connais beaucoup de mes frères planteurs qui ont été financés dans leurs champs de cacao et de poivre. C'est signé M. Fokou, pas celui qui vend les cordes. Bonsoir à vous sur le plateau, M. Moutomé, M. Mandingue. C'est une honte pour les jeunes. Combien de jeunes sont en prison pour les détournements de deniers publics? N'importe quoi. C'est ce que dit ce message signé Son Emmanuel qui nous a écrit. Et puis, c'est quoi la vérité de votre point de vue? C'est une autre réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de cette émission. Très bonne conduite des débats. Monsieur Moutomé, merci à vous. Bonsoir à LTM. Cette histoire de Ben Sikiner licencié est fausse. En majorité, les Ben Sikiner sont des immigrés clandestins venant des pays voisins. Ce qui n'est pas forcément la réalité, s'il vous plaît, messieurs, et c'est d'être un peu plus conséquent. Les Ben Sikiner sont issus de toutes les classes ou même des communautés ethniques ou géographiques du triangle national. Monsieur Camille, rassurez-vous, nous avons des frères Sawa qui sont Ben Sikiner. Nous avons également des frères qui nous viennent de Bouddha, de Bafoussam, du nord ou de l'extrême nord du Cameroun et même de l'est qui officient dans cette activité qui leur permet de pouvoir gérer leur debout, donc de pouvoir accompagner leur famille. Il faut surtout préciser, monsieur, que certains secteurs informels, il faut davantage inviter les Camerounais qui s'exercent dans ce secteur-là de rentrer dans le formel, donc d'avoir les documents officiels comme le recommande le règlement de la République. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau. Alors, je suis
agent du service civique national de participation au développement formé depuis 2018. Maintenant, je suis un bandit. C'est une question qu'il pose. Je ne comprends pas trop bien le sens de sa question. Bonsoir à vous. Je suis Monsieur Oscar Joël Tangana. J'estime également que le gouvernement devrait faire plus en faveur de la jeunesse, puisque cette jeunesse manque de repères. Où sont passés les 25 000 jeunes qui ont été recrutés. Bonsoir le plateau. Alors, les jeunes qui ont excellé dans les domaines et que Paul Biya a cités sont certes des jeunes à saluer, mais combien de jeunes Camerounais aujourd'hui sont à même de pouvoir être des références pour les autres jeunes? Je pense comme le chef de l'État qu'il faudrait se détourner des mauvais exemples et ne suivre que ce type d'exemple-là. Cela permettra de pouvoir booster la jeunesse camerounaise. Et bien plus, pour moi, la décentralisation ne sert pas à la jeunesse camerounaise, elle sert davantage ceux à qui on a confié les rênes des structures qui viennent d'être mises en place. Et donc, véritablement, si on voudrait que cette décentralisation soit au cœur du développement et que les jeunes soient pris en compte, que ces jeunes puissent être des décideurs, donc des acteurs de la décision et non de faire valoir. C'est également une autre réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de ce programme. Plusieurs autres messages continuent à arriver, comme sur notre page Facebook LTN TV officielle. Merci à vous tous, ces Camerounais, qui nous avaient écrit à partir de ces différents points d'accès. Continuez à nous faire confiance ce samedi 15h-17h avec nos invités. Nous décryptons l'actualité majeure de la semaine. Et je rappelle que ce 13 février 2021 est jour anniversaire pour le président de la République. Il a 88 ans ce jour. Cela sera célébré certainement dans la stricte intimité familiale, mais davantage dans une convivialité, comme on le sait, de sa chère et tendre épouse Chantal Biya. C'était également une occasion pour nous de vous lui souhaiter un très bel anniversaire et surtout beaucoup de succès dans ces initiatives. Merci à tous ces hommes et femmes qui nous ont accompagnés cet après-midi. Paul Payeré du SDF, Madame Ngwabateki Marie-Ange du MRC, Monsieur Ekat Dibobé du PCRN, mais également Valérie Mandengue du Rassemblement démocratique peuple camerounais. Mesdames, Messieurs, merci également d'avoir été de nôtres. Restez scotchés sur nos programmes qui se poursuivent. Prenons rendez-vous samedi prochain, 15h, sur cette même antenne pour décrypter une fois encore de nouveaux sujets dans le cadre de Tous Azimuts. Au revoir.